Bonjour et bienvenue au Marché Bilo Podcast. Ici Caroline Auger. Marc Marchand. Yes, aujourd'hui, avant de commencer avec l'épisode, nous sommes vraiment fiers de présenter notre tout premier commanditaire. Yes! Marca, peux-tu nous dévoiler de qui il s'agit? Oui, donc aujourd'hui, on vous présente Môme Sérigraphie, qui est un service de sérigraphie sur T-shirt éco-responsable pour les entreprises locales. Ça fait que si vous êtes un propriétaire de bar, un artiste tatoueur, tatoueuse ou simplement une compagnie locale là, qui pourrait avoir besoin de nouvelles merch, c'est vraiment l'entreprise là, à contacter. Oui, fait que contrairement aux autres fournisseurs que vous pouvez trouver pour les chandails de merch, celui-là va être fait avec du coton 100% biologique, certifié GOTS. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que le coton qui est utilisé pour faire les chandails, ils n'ont pas reçu de pesticides. Donc, ça donne un rendu de chandail vraiment doux au toucher, puis aussi plus durable. Fait que, pour de vrai, des chandails que vous allez vouloir porter, genre non-stop, sont vraiment confortables. Ouais. En plus de ça, la technique d'impression en fait qui est utilisée, c'est la sérigraphie, puis ça va vraiment adhérer au tissu à l'intérieur des mailles. Donc, ça fait en sorte que ça va rester imprégné sur le tissu après plusieurs lavages, contrairement à d'autres méthodes d'impression qui vont craquer au fil du temps. Donc, ça aussi, là, c'est un super beau plus pour votre entreprise, pour l'image de votre entreprise. Oui! Au final, dans le fond, on vous conseille de faire affaire avec Môme Sérigraphie. Vous pouvez trouver les liens dans la bio. Les liens réseaux sociaux aussi vont être présents. On vous conseille vraiment de faire affaire avec eux pour avoir des chandails éco-responsables puis avoir une super belle image de marque. Yeah! Fait que sur ce, bonne écoute! Yeah! Aujourd'hui, on reçoit une raton, alias Chloé, qui est une artiste brodeuse, mais qui touche à tout, je dirais. Là. Oui! Broderie hors textile, en général. Impression aussi, là, qui revient de plus en plus. Fait que... OK, fait que l'impression, ça... Ouais, ben ça a été mon... En fait, j'ai commencé comme ça. J'ai fini le secondaire, puis directement, j'ai commencé le programme en impression textile au Cégep du Vieux-Montréal. Cool. Fait que ça, c'est comme c'est un deck. Puis ce qui est le fun de ces programmes-là, c'est que c'est beaucoup des retours aux études, c'est beaucoup des gens qui sont justement, c'est pas nécessairement le premier programme que tu vas faire. Ouais. Fait que moi, j'étais la seule là, qui venait du secondaire dans ma cohorte. Puis ça m'a vraiment enrichi parce que j'étais avec plein d'élèves qui avaient déjà fait un programme avant, soit en design, soit en architecture, en mode. Il y avait beaucoup, une bonne partie de ma cohorte était des personnes qui venaient de la France. Oh. Fait que c'était super enrichissant, ça m'a vraiment propulsé encore plus ce programme-là. Puis quand j'ai terminé après mes 4 ans, je voulais continuer dans les métiers d'art en me disant, je vais continuer à un moment donné, je vais trouver le truc qui va vraiment me donner envie de produire, puis de créer une collection, puis de vivre de ça. Je m'étais inscrite en ébénisterie. Puis finalement, j'ai appris que j'étais enceinte à la fin de mon 4 ans de deck. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que finalement, je me suis retrouvée à la maison. Puis là, la broderie a pris encore plus de place. T'sais, même si j'en faisais tout le temps, j'en ai tout le temps fait depuis que je suis toute petite. T'sais, c'est ma mère, ma grand-mère qui m'ont montré quand j'étais jeune. Puis j'en mettais tout le temps dans mes œuvres, dans mes créations. Je me faisais des petits toutous, j'ai brodais, je modifiais mes vêtements. Je faisais des trous dans mes jeans. J'étais très DIY déjà très jeune. Puis j'ai continué à intégrer la broderie dans mes projets à travers le cégep. Chaque fois, j'avais des projets artistiques. Il y avait tout le temps un petit truc de broderie que je voulais rajouter. Même dans mon projet final, j'ai fait des grandes jetées de laine. Puis il y en a plusieurs que je suis venue broder à travers ça. Puis quand c'est ça, je suis tombée enceinte, je me suis retrouvée chez moi. Je voulais essayer de vivre de ça. Je me disais, j'allais avoir besoin d'argent. Mais je me suis dit, je vais en profiter du congé de maternité, tout ça, pour essayer de me lancer. Puis je me suis retournée vers des produits qui étaient plus faciles à faire chez moi. Fait que je faisais de la broderie, du tricot,
Je faisais de l'assemblage, je faisais des bijoux, mais vraiment en assemblage, comme avec des petits bouts de fil, puis de la quincaillerie. Fait que j'ai commencé une raton comme ça, là, il y a 9 ans. Là. Mon fils va avoir 10 ans, fait que je sais que ça fait 9 ans là, que je fais une raton. Fait que c'est ça. J'ai été vraiment toute traînée en tout ce qui était sérigraphie, impression, tous ces trucs-là, mais finalement, ça, j'ai mis ça un peu de côté. J'ai continué une raton, puis là, dans des dernières années, j'ai recommencé à l'imprimer. Ça a vraiment fait du bien. J'ai trouvé une place à Montréal pour aller imprimer. Je suis retournée en sérigraphie. C'est vraiment le fun. Puis là, je fais beaucoup l'inogravure aussi. C'est que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime pouvoir travailler chez nous. Fait que faire des techniques qui sont facilement faisables à la maison. J'aime ça. Fait que là, c'est mon nouveau dada. La linographie. Peut-être même que je vais en faire des ateliers. Là. J'essaie de penser à ça. Fait que je mets ça... Je mets ça à voix haute dans l'univers. C'est ça parce que t'es notre première artiste qu'on reçoit que ça fait longtemps que tu fais ça. Fait que j'avais hâte. Je suis le OG. Je le dis souvent dans les marchés, quand je vois du monde que c'est leur premier marché, quoi que ce soit, je suis tout le temps comme... Hey, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Là. Je veux pas quand même de l'expérience, puis d'avoir fait ça comme post-pandémie, ça a quand même beaucoup changé. Fait que j'aime ça, donner mes ressources, puis mon aide. Là. Je trouve ça tellement important en tant qu'artiste qu'on s'aide, puis qu'on se donne des ressources. Parce que même si dans les écoles d'art, puis tout ça, on apprend un peu la comptabilité, la mise en marché, mais... c'est quand même pas assez approfondi. Puis je sais que quand t'es à l'école, là, moi, ça me passait 6 pieds au-dessus de la tête. Je me disais, mes impôts, je verrai ça plus tard, tu sais. Mais ça revient, ces questions-là, tu sais. Puis c'est tellement important de se réseauter parce qu'on est tous tout seuls, tu sais. On se retrouve pas dans un bureau avec d'autres personnes comme nous, des personnes, justement, qui ont plus d'expérience, qui peuvent venir nous aider. Fait que j'essaie de tendre la perche tout le temps le plus possible pour aider, puis qu'on essaie de se réseauter ensemble. J'ai même parti cette année avec Marjolaine de Awkward Stitches, qui est une artiste qui fait des kits de broderie de Pointe-Croix. On l'a reçu à la dernière édition du marché. Yes, je l'aime. Oui, je sais qu'elle a fait le marché Bello, elle a full aimé ça. J'adore cette artiste-là, puis elle m'avait contactée, elle avait dit « Hey, toi, t'as plein de contacts, t'as plein de personnes, ce serait vraiment le fun qu'on crée quelque chose à Montréal pour regrouper la majorité des artistes qui travaillent la fibre. » Fait qu'on a créé Fibre Collectif, là, qui est en train de se créer. On s'organise des petits meetings Zoom. C'est volontaire, là, si vous voulez ajouter. Bientôt, il va y avoir un Google Form, fait que ça va être plus facile. Là, peut-être quand le podcast va être sorti, ça va être fait. Mais allez sur Instagram, Fibre Collectif, la page va être sortie. On a créé un collectif, puis c'est n'importe qui peut joindre en autant que tu fasses un travail de la fibre, fait que ça peut s'étendre autant du crochet, tricot, à broderie, à même le papier, si toi tu penses que tu es dans cette pratique-là. Puis le but, c'est vraiment juste de réseauter, de créer une espèce de cercle d'infirmières, mais à Montréal, chose qu'il n'y a pas, tu sais. À Montréal, ça manque de ressources pour connecter tout le monde, puis on a comme but de créer juste soit des rassemblements ou juste de se réseauter entre nous, tu sais, des trucs qui sont pas nécessairement compliqués, mais juste pour s'aider entre nous, puis de se créer des petites rencontres, puis tout ça. Fait que allez voir ça commence à s'organiser, puis tout le monde est bienvenu, là. Fait que gênez-vous pas pour embarquer dans le projet. Fibre Collectif. Je vais le mettre dans les liens aussi, là, avec le podcast. Oui, nice, super. Ouais. Plus il y a de monde, plus il y a des gens qui ont de l'énergie, puis il y a peut-être des gens qui vont être comme, hey, moi, je suis capable de donner un petit peu de temps, puis ensemble, on est capable de faire des trucs, puis on aimerait ça faire un marché textile, ça serait hot aussi, là. Ouais, ça serait dans les plus gros buts qu'on aimerait avoir. Mais... C'est pas de se voir comme de la compétition, mais justement des gens avec qui on peut s'entraider pour tellement ça, puis avoir de plus en plus d'influence sur les autres personnes aussi qui sont conscientes. Moi, je vois tellement pas de compétition, là, parce que il y a personne qui fait une raton, tu sais, même s'il y a plein de gens qui font de la broderie, il y a personne qui fait quelque chose qui ressemble à moi, là, tu sais. Sinon, ça, tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un vraiment, là, qui commencerait puis qui ferait quelque chose qui ressemblerait full à moi, les gens, ils verraient, là, puis ça serait bizarre, puis la personne, elle t'offrait pas longtemps, tu sais. C'est ça qui arrive avec beaucoup de personnes. Il y a des gens, des fois, qui commencent à faire de l'artisanat ou qui rentrent dans ce milieu-là avec cette espèce d'idée-là qu'ils ont trouvé une bonne idée. Ils ont trouvé un filon
quelque chose qui était super marketing, qu'ils trouvaient bon. Ils vont tout faire leur table avec une image super cohérente. Mais des fois, ces gens-là, comme ils sont pas vraiment ancrés dans leur processus artistique ou dans les bonnes raisons, mettons, de faire ça, si c'est juste un plan cash, souvent, ça tient pas. Ces gens-là vont toffer 1 an, 2 ans, puis après, ils vont disparaître. Ouais, t'as bien beau avoir un beau branding, Ouais. mais si au fond, tes fondations... Ouais. C'est pas juste une question, c'est ça, d'avoir ce genre de... Tu sais, quand tu rentres dans le craft, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu aies comme une motivation vraiment intrinsèque, là. Vraiment motivé de faire, parce que tu as envie de faire des produits qui sont de qualité, qui sont beaux, que tous ces aspects-là du craft, ça te parle, tu sais, de faire les choses en petites séries, de faire des choses uniques, des choses précieuses, des choses qui ont de la valeur, qui ont une âme, tu sais, parce que c'est ça, là, au final, les petits produits comme ça, ça a une âme, parce qu'il n'y a rien qui remplace des mains qui vont fabriquer quelque chose, tu sais. Moi, je trouve que toute la magie se fait là, quand j'enseigne la broderie, tu sais, je dis, il n'y a rien qui se remplace. Le fait que tu as passé 1 heure à broder quelque chose, ben là, toute ton intention, toute ton énergie a été mise là-dedans, là. Ça se remplace pas par quelque chose que tu peux acheter, là. C'est impossible, là, parce que cet amour-là que tu as mis dans ce produit-là, tu sais, mettons, tricoter une tuque, là, tu penses à la personne à qui tu vas la mettre, là, quand la personne elle va l'avoir sur sa tête, là, ce ressenti-là, il va durer bien plus longtemps, tu sais. Fait que pour moi, toute la magie est là, là. Fait que, tu sais, je pense que si tu n'as pas conscience de ça, puis tu fais juste, je vais faire moi, je suis bonne en dessin, je vais faire de quoi ça va vendre, ça va marcher, là, béding, bédang, souvent ça t'offre pas. Non, c'est ça. Ouais. Fait que tu dirais que ton secret, c'est la passion. Ah ouais, ben oui, c'est clair, définitivement. Parce que 9 ans de temps, là, tu dois quand même avoir eu des bouts Ah oui, je fais ça. clairement pas ça pour l'argent. Non, non, vraiment. Puis tu sais, en toute honnêteté puis transparence, j'aurais pas été capable de lâcher ma job payante si j'avais pas eu mon partenaire pour m'aider. Tu sais, j'ai mon partenaire principal, mon amoureux, qui me supporte, le père de ma fille qui est là pour m'aider, puis qu'avec lui, on a pris les décisions là, de lâcher ma job de jour. Avant, j'ai travaillé longtemps comme aide alimentaire dans des CHSLD, ma job étudiante, puis tu sais, j'aurais pu continuer là-dedans. Mais à un moment donné, je sentais que j'avais vraiment ce besoin-là là, d'être dans mon bureau, puis je trouvais que tout le temps que je passais pas à broder ou à travailler sur mes trucs, c'était du temps perdu. Puis c'est sûr que faire ce gap-là, j'aurais pas pu le faire toute seule, surtout avec des enfants. Ouais. Ça aurait été beaucoup trop stressant, puis vraiment trop anxiogène. Fait que tu sais, c'est ça, en toute transparence, je suis pas toute seule non plus là-dedans. Puis l'enseignement m'a permis aussi d'avoir un certain équilibre, tu sais. Fait que de pouvoir enseigner, ça m'a permis d'être capable d'avancer tranquillement, puis de combler certaines périodes plus creuses de notre métier. Fait que ça permet de pallier, puis ça m'a donné un deuxième souffle. Quand j'ai commencé à enseigner, c'est des 2 filles qui travaillaient à la Société Textile, qui était une place à Montréal qui n'existe plus, justement, qui regroupait plein de gens de la fibre. Fait que c'est aussi ce genre de truc-là qu'on a envie de recréer avec Collectif Fibre. Mais ces filles-là m'ont dit « Hey, on aimerait ça que tu enseignes. » Puis là, au début, je croyais pas vraiment, mais à force de le faire, ça m'a donné la confiance. Puis maintenant, je trouve que je suis vraiment une bonne prof, puis je comprends ce que je suis capable d'ajouter, puis ce que je suis capable d'amener quand j'enseigne. Mais ça m'a vraiment ouvert un pan là, de mon autonomie comme artiste, tu sais. Puis il y a quelque chose aussi que je trouve vraiment cool de l'artisanat, que je réalise plus aujourd'hui. Peut-être un espèce de parallèle entre être artisan ou être artiste visuel. Quand tu es artiste visuel, il faut que tu fasses beaucoup de démarches de subventions. Il faut beaucoup que tu essaies de vendre à travers des galeries, tout ça, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis quand même contente de ne pas avoir cette pression-là. C'est sûr que je vends peut-être mes œuvres moins chères, mes œuvres uniques que ce que ça pourrait se vendre dans une galerie, mais j'ai pas à aller courir après des subventions, j'ai pas à aller courir à remplir tout le temps des documents puis à faire mes démarches artistiques, chose que moi je déteste, tandis que là je vends peut-être un prix moins cher, mais tout ça c'est moi, tu sais, c'est quand même tout de mon propre ressort, c'est moi qui me fait vivre là, carrément. Fait que ça, il y a quand même une grande fierté de tout ça que j'en retire du côté plus artisanal que artistique, mettons, de ce genre de milieu-là. Là.
Ah, tout ce qu'elle a dit en ce moment, je suis comme... Ouais, ça me parle beaucoup, hein? Voilà, je pense sur plein de vrilles, là. Ftou, ftou, ftou. Oh, malade. Mais par rapport au fait que tu as lâché ton autre emploi, ça, c'était à quel moment? Après combien de temps que tu avais parti une raton? Ben, même pas 2 ans, je pense. Okay. Ça a pas été super long, là. J'avais... Enora était même pas au monde de ma fille, là, qui a 5 ans, fait que... OK. Ouais. Fait que ça a quand même été assez rapide, là. OK. Ouais. Puis, non, vas-y. Ben, tes premières expériences de marché, dans le fond, est-ce que t'en faisais beaucoup au départ, direct au début, tu sais, pour te permettre après 2 ans? Oui, t'avais de l'aide, mais... Ouais, j'ai commencé assez tôt les marchés. OK. Je pense que je savais déjà que ça faisait... Tu sais, comme en étudiant, je voyais... Les puces pop existaient déjà dans le temps, puis je me souviens que je faisais les puces pop, je me disais « Oh wow, c'est exactement ça que je veux faire. » Tu sais, je me sentais pas les reins assez forts pour postuler à ce genre de marché-là quand je commençais dès le début, mais il y avait beaucoup de marchés dans mon quartier, tu sais. J'habite dans Hochelaga, puis il y avait des cafés, bien des places qui font des petits marchés. C'est ce qui est le fun à Montréal, c'est qu'il y a plein de petits marchés qui sont pas chers ou qui prennent un peu n'importe qui. Fait que tu sais que tu peux essayer puis tenter ta chance. Puis moi, ça m'a aidé justement d'avoir le contact des gens qui aiment ce qu'ils font. Ça permet vraiment de réseauter, de te mettre dehors, puis de voir comment les gens ils reçoivent ton art. Tu sais, ça m'a permis aussi d'évoluer à travers ma démarche, tu sais. Au début, j'essayais quand même d'avoir une image un peu plus propre, un peu plus concise d'une raton, tu sais. J'avais aussi cette impression-là qu'il fallait qu'une entreprise ait comme une image cohérente, vraiment, tu sais. J'avais l'impression qu'il fallait mettons que je sois dans le floral, qu'il y ait comme un lien dans mes couleurs. C'est ça, qu'il y a un fil conducteur à travers tout ce que je faisais. Puis j'avais l'impression au début, mettons, que de faire des trucs un peu plus rad ou plus féministes ou plus personnels, ça avait un peu moins sa place. Fait que j'en faisais moins. Puis tranquillement, j'ai fini par faire des marchés féministes, des marchés un peu avec des artistes un peu plus... j'étais un peu plus artiste puis moins crafty. Puis... on m'a encouragé, on était comme « Ah, wow, c'est vraiment beau les œuvres que tu fais » ou là on voit ton raton, puis là où je suis peut-être un peu moins dans le botanique. Puis là, ça m'a donné la confiance que j'avais le droit de faire plein de une raton, tu sais. Que tous ces trucs-là, ça se ressemble quand même. Puis pendant longtemps, des fois, j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était pas cohérent parce que je peux passer d'une œuvre abstraite à une œuvre botanique, à une œuvre avec mon petit raton en personnage. J'ai comme ces 3 univers-là. J'avais l'impression qu'ils pouvaient pas nécessairement, ça fitait pas ensemble. Mais c'est vraiment avec le temps puis les marchés qu'on m'a fait comprendre que ça fitait. Parce que c'est vraiment la réaction des gens. Puis quand tu fais des pièces uniques, il y a cette magie-là aussi, tu sais. C'est sûr que quand je vends des boucles d'oreilles, des patchs, ça, c'est le fun, mais vendre une pièce unique à quelqu'un qui la prend puis qui est comme « ça me parle, là. C'est vraiment, il y a quelque chose, tu sais. Je veux ça chez moi parce que je veux le voir tous les jours, tu sais. Puis ça me parle, ça, c'est pour ça que je fais ça encore. Ouais. Définitivement, ouais. Le contact, la communication, tu sais, d'être capable de faire quelque chose qui, moi, m'a vraiment fait du bien. Puis moi, je me dépose beaucoup dans mes œuvres, tu sais. Pour moi, broder, c'est une façon de déposer mes émotions, c'est une façon de gérer. Fait que quand je viens broder, il y a toujours quelque chose que j'ai déposé dedans. Fait qu'il y a des voir partir. Après, c'est vraiment dans un processus de guérison pour moi. C'est beaucoup plus facile de le voir maintenant parce que ça fait 10 ans que je fais de raton, mais ça fait aussi près de 10 ans que je fais de la thérapie. Fait qu'il y a comme tout ça maintenant que je vois avec plus de recul à quel point il y a quelque chose de vraiment thérapeutique qui est vraiment dans mon parcours aussi de guérison puis d'humain à travers mes œuvres puis ce que je fais, tu sais. Fait que, ouais, ça c'est précieux. Je capote. Parce que je trouve vraiment que tu as une approche art visuel, toi, dans ton artisanat. Je trouve que ça paraît vraiment. Tu as vraiment l'air d'avoir une démarche artistique, là. Je sais pas si ça, tu peux nous en parler un peu. C'est quoi, justement, tes inspirations? Puis... Ouais, ben, définitivement, là, je pense qu'il n'y a rien que... J'ai longtemps essayé de faire plus des trucs plus en production, mais c'est vraiment dur. Fait que je pense que quand je crée quelque chose de nouveau, il y a vraiment juste quelque chose d'intuitif. Mes dessins, la majorité de mes œuvres, ils n'ont pas toute une grande réflexion avant. Ça dépend vraiment desquelles, tu sais. Mettons, là, je pourrais donner en exemple, dans mes dernières œuvres, j'ai fait un petit raton sur un escargot qui ride, là. Puis je l'ai beaucoup utilisé, fait que vous allez la revoir partout. C'est sûr que quand je mets le raton, souvent, des fois, il y a plus de dessins avant, il y a plus de recherche.
Fait que, tu sais, elle, je l'ai dessinée avant. On dirait que je savais que j'avais envie de parler de de ma démarche thérapeutique dans cette œuvre-là. Fait que, il y a comme il y a toujours des éléments visuels qui viennent intuitivement. Comme là, l'escargot, ça faisait vraiment du sens dans cette approche-là, je voulais montrer le fait d'avancer lentement, puis en même temps comme de rider l'escargot comme si tu ridais un cheval ou genre un taureau, mais c'est comme cette espèce de mollusque-là. Fait que, il y avait comme tout de quoi à travers ça, puis ça, c'est comme des trucs qui se font un peu tranquillement. Souvent, quand je dessine ou quand je crée, je vois pas nécessairement des fois le lien avec ma vie ou ce que je fais, puis ça se fait un peu comme au fur et à mesure, puis beaucoup dans les couleurs que je prends, les textures que je prends. Ça aussi, il y a beaucoup d'intuitif. Quand je fais des œuvres abstraites, là, au contraire, j'ai pas de croquis, là, je vais vraiment juste partir avec des pierres, puis là, je suis vraiment juste dans le ressenti des couleurs, puis des textures, puis ce que ça me fait sentir, puis j'essaye de pas suranalyser, puis juste d'y aller, go with the flow, puis ça, c'est très méditatif, tu sais. Fait que j'y vais une pierre à la fois, une paillette à la fois, puis ça, c'est très relaxant. Puis c'est ça, des fois, là, j'ai un dessin là, où j'ai plus une idée où je m'en vais. Puis des fois, ben là, je suis dans le botanique. Ça aussi, c'est comme des petits repos quand je fais du botanique. Là. Je dessine des fleurs, puis là, je fais juste tomber dedans. Puis des fois, il y a comme plus une démarche d'un personnage ou de quelque chose que je veux représenter. Si, mettons, je vais plus avec ma fille, si je veux y aller avec des choses plus politiques aussi, quand je fais des FIFA Society ou, tu sais, j'ai mon sticker Defund the Police, Fund the People. Tu sais, des fois, il y a comme quelque chose un sujet que j'ai envie d'aller chercher. Là, souvent, je vais plus utiliser le raton là, dans ces temps-là, mais c'est pas réfléchi tout le temps d'avance, ça se fait comme automatiquement, tu sais, mettons, je pense à la crise du logement, je sais comme, j'aimerais ça faire de quoi pour ça, tu sais. Puis là, ça mijote tranquillement dans ma tête pendant comme une couple de semaines. Puis à un moment donné, le visuel se forme dans ma tête, puis je le mets sur papier, puis je me laisse toujours guider. Moi, j'aime pas avoir une idée toujours fixe de ce que je fais. Je sais jamais vraiment où je m'en vais, parce que je pense que quand on a une idée tellement précise d'où on s'en va quand on commence à créer, on est souvent déçu. Puis même au cégep, j'avais déjà ce lâcher-prise-là de me dire, on va voir où ça va me mener. Parce qu'en cours de route, il y a tout le temps des affaires incroyables qui se passent. T'sais. Ça, c'est un truc le fun quand tu travailles en recyclage. Là. Je vous regarde parce que les deux, vous aimez ça aussi, travailler avec du recyclage. Puis un des avantages aussi, ce que j'aime de la broderie, c'est que je crée pas mes couleurs. Je travaille avec ce que j'ai. Ça, je trouve ça super stimulant comme contrainte, tu sais. Fait que je vais vraiment avec les couleurs, les textures que je pogne. J'aime pas créer des couleurs. J'haïs sur la tablette devoir choisir des palettes de couleurs. Souvent, je vais prendre une photo de quelque chose que j'aime les couleurs, puis je vais aller les chercher. Parce que je trouve que là, on fonctionne vraiment avec ce qu'on a autour de nous, tu sais. Puis là, c'est stimulant, tu sais. J'aime mon bureau, il y a plein d'affaires, plein de couleurs, plein de textures, puis c'est là où je vais vraiment me laisser tomber, puis je me laisse guider par ce que je trouve, tu sais. Mais je trouve que c'est bien de fonctionner avec des contraintes parce que ce que j'ai remarqué moi en finissant le cégep, justement, le cégep t'amène des contraintes, ok, on fait tel projet, il faut que tu intègres tel matériau ou telle technique ou il faut que ça parle de temps ou tu sais, des contraintes, puis tu es obligé de le faire parce que tu as quelque chose à remettre, tu sais. Mais quand tu arrives dans ton atelier puis tu as tellement de possibilités que tu sais pas par où te lancer, je trouve qu'avoir des contraintes, c'est stimulant. C'est super stimulant. Moi, je me souviens aussi au cégep, on avait une prof qui nous donnait souvent des contraintes, puis il y avait beaucoup d'élèves qui haïssaient ça, qui n'aimaient pas ça, mais elle disait, ça vous rend créatif, elle dit, ça peut être, tu peux le prendre de n'importe quel angle, tu sais. Des fois, ça peut être juste une couleur, juste une texture, juste un produit aussi. Tu sais, comme là, je vous disais tantôt, quand vous êtes arrivés, je voulais faire des charms pour les crocs. Mais là, mon idée part du produit, là, part pas nécessairement du visuel. Fait que je me dis, comment est-ce que je pourrais faire ce petit produit-là que j'ai envie de créer, que je trouve le fun? Comment je pourrais le rendre ratonesque? Comment je peux le mettre à ma sauce, tu sais? Donc, des fois, le processus part... de l'autre sens, genre. Mais les contraintes, c'est super créatif. Moi aussi, j'adore ça. Puis, c'est très recyclage, de travailler avec des contraintes parce que tu fais avec ce que tu as. Tu sais, des fois, je trouve j'achète beaucoup mes produits. J'essaie d'acheter le plus de mes matériels, mes fils en friperie.
Fait que, tu sais, je vais toujours essayer de chercher des trucs. Des fois, je vais trouver, mettons, plein d'anneaux pour faire des porte-clés. Ah, ben oui, des anneaux, tiens, je vais faire des porte-clés. Ou je trouve telle sorte de LED. Ah, ça serait bon pour faire tel truc, tu sais. Fait que tu te laisses guider par ce que tu trouves, tu sais. Ouais, ça, c'est des super contraintes enrichissantes. Fait que t'as une démarche qui est quand même axée sur les matériaux, les couleurs, puis tout qu'est-ce qui... Parce que moi, je suis bien là-dedans aussi, tout qu'est-ce qui est le toucher. Hein, Ouais, ben je pense que le toucher, c'est quelque chose que j'ai compris que j'avais quand j'étais vraiment jeune, puis qui est vraiment resté. C'est pour ça que j'ai été en impression textile, parce que je savais que le textile, c'est la matière qui me touche le plus. C'est pour ça que ça reste. T'sais, après ça, durant mon parcours, je suis retournée aussi étudier en joaillerie un peu. J'ai fait 1 an et demi en joaillerie parce que j'avais juste besoin de me sortir de ma tête après avoir eu mon premier enfant. J'avais besoin de retourner un peu justement dans la stimulation scolaire, tout ça. J'ai full aimé ça. Puis j'ai vraiment trippé, mais au bout du compte, il n'y a rien comme la fibre qui me parle pour moi, tu sais. Autant qu'il y a des gens, ça va être la terre, qui sont full en céramique. Tout le monde a la matière, là, mais moi, je savais que ça, là, c'est plus que dans mes doigts, là. C'est dans mon ADN, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient de ma grand-mère, c'est dans mon corps, là, cette passion-là de la fibre, du textile. Il y a quelque chose qui vient de vraiment creux, je pense. Fait que maintenant, j'essaie de... j'honore ça. Je le sais, fait que je le vois que... Ouais, il y a quelque chose qui me ramène à mes grands-mères. C'est cool. Ben oui, mais quand on fait les cours d'art visuel, justement, on touche à plusieurs techniques, plusieurs matériaux. Puis à un moment donné, au fil du temps, tu vois, oh, crime, j'aime un peu de tout, mais ça, ouf, on dirait que... Ouais, il y a un spark. Là, ça me parle plus. Là, ouais. C'est tellement le fun pour ça, l'exploration, là. C'est magique, là, aussi, de voir mes enfants explorer, voir à travers ça comment eux, tu sais, d'avoir un œil plus haut, là, de les voir grandir, puis de voir les gens découvrir leur matière, tout ça, là. C'est vraiment cute. Spécial. Ouais. Mais tu peux nous en parler un peu de ça? C'est quoi être... je pense que c'est la première artiste qu'on soit qui a des enfants. Ouais. Ben, c'est drôle. Conciliation hors famille, là, comment ça se passe? Ben, pour moi, ça a comme été... Je pense que mon Edgar, il est vraiment... il m'est arrivé avec cette confirmation-là dans ma vie, que j'étais une artiste, tu sais. Je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans, fait que j'étais vraiment jeune. Puis moi, j'avais toujours eu cette impression-là. Je me suis jamais trop projetée dans le futur, j'avais pas vraiment de plan, mettons, comment je me voyais à l'âge adulte. Quand j'étais jeune, je me voyais pas, mettons, avoir des enfants, une famille. Puis tu sais, je me projetais pas comme ça. Mais je savais que je voulais être artiste. Ça, c'était la seule conviction que j'avais. J'ai toujours su que je voulais être artiste. Je savais pas nécessairement si j'allais être capable d'être artiste visuel complètement ou juste être... graphiste ou designer, mais je savais qu'il allait avoir quelque chose qui allait venir dans ce sens-là. Puis quand Edgar est arrivé, tu sais, c'est sûr que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouve quelque chose de payant? Puis là, je suis maman, là, j'ai des responsabilités. Mais en réalité, ça l'a juste poussé encore plus ma petite voix intérieure à me dire, il faut que je le fasse, plus juste pour moi, mais pour lui, tu sais. Pour lui prouver que je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire. Puis je voulais tellement pas, mettons, quand lui va être un adulte, et dire, ben moi j'ai mis mes rêves de côté, j'ai pris plus de chiffres en aide alimentaire, puis tu sais, j'ai été capable de donner comme plus de support, mettons, monétaire, mais j'ai pas été capable de poursuivre mes rêves, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'était tellement important, puis il m'a comme arrivé avec cette espèce de confirmation-là, qu'il n'y allait rien avoir d'autre, tu sais. Puis que j'allais être capable de faire ça, make it happen, tu sais, que ça va marcher parce qu'il faut qu'ils vivent, puis on va être capable de le faire ensemble, tu sais. Fait que, ouais, ça m'a vraiment donné cette poussée-là, qui est comme encore plus stressante que déjà d'avoir un enfant, ça me stressait, là, je me dis, oh mon Dieu, en plus, il faut que ça marche, mais ça faisait du sens, ça faisait vraiment plus de sens, tu sais. Puis, tu sais, maintenant, le gars, il y a 10 ans, puis il me l'a déjà dit. Cette année, il est venu me le dire, je m'en souviens, il est venu me voir. J'étais dehors, il s'est assis, puis on jasait un peu, puis il m'a dit « Maman, j'aime ça, avoir une maman artiste, tu sais. Ça, là, c'est vraiment précieux, là, tu sais. Je me dis, c'est sûr on a eu des bouts difficiles, puis, tu sais, on a été dans des banques alimentaires, on a encore de besoin d'aide, c'est vraiment... Il y a des bouts vraiment rough, mais comme, c'est ça, je suis vraiment fière de faire ce que je fais, puis qu'ils voient que je suis capable de faire ce que je fais,
Puis tout c'est ça, dans ça, son c'est... éducation, dans le fond. Tu Ben peux oui. lui montrer que comme, fais ouais. ce que tu veux dans la vie. Ouais. Puis... Ouais, les amener dans les marchés, j'adore ça. Moi, j'aime les enfants dans les marchés, je trouve ça cute. J'ai tout le temps, moi, j'ai ma petite boîte de collants, là, comme quand on allait à la crèmerie quand on était jeune, là. Tu sais, les madames, ils donnaient un petit bol avec des petits collants découpés ou des tatous. J'ai ma petite boîte à collants, fait quand il y a des enfants, je leur dis, tu veux-tu un petit collant? Fait que j'aime ça quand c'est des expériences positives pour eux, puis que ça soit le fun, puis que de voir ça, de voir des adultes qui vendent leurs choses, puis faire comme, c'est des exemples de vie pour eux, de modèles, d'un métier qu'ils pourraient choisir, ou de juste voir une diversité de choix, là, tu sais, qu'on est chanceux là, au Québec d'encore pouvoir choisir relativement son métier, puis de pouvoir avoir accès à plein de sortes de domaines différents, tu sais. Fait que ça, je trouve ça hot, puis tu sais, j'ai aucune idée de ce que mes enfants vont faire dans la vie, mais je suis convaincue que les valeurs associées à l'artisanat, à l'art, à des produits durables, tout ça, je suis convaincue que ça va rester. Là, ça va se véhiculer dans le choix plus tard. Là. Ouais. Wow, ben c'est tout en ton honneur. En tout cas, vraiment, bravo d'avoir fait ce show-là pour toi et pour tes enfants. Oui, On s'en rend pas compte, mais tu sais, ça joue dans la tête des enfants. Si tu leur dis, moi j'ai abandonné mes rêves pour toi. Là, c'est clair. Ah non, c'est sûr. C'est clair. Tu sais, même sans même le dire, si tu vois tes parents qui sont malheureux, qui ont une job où ils sont pas bien toute leur vie, tu sais, ça laisse des traces là. Aussi. Ça laisse des traces. Puis ils comprennent tellement plus que ce qu'on pense, là. C'est clairement quelque chose que j'ai compris aussi en étant parent, là. Les enfants, ils comprennent vraiment bien les choses, tu sais. Après ça, il faut s'adapter à leur connaissance puis à leur niveau de langage, mais au final, ils comprennent des affaires que, souvent d'un point de vue qui est enrichissant pour nous, tu sais. C'est pour ça que moi, je pensais jamais que c'était aussi hot que ça d'avoir des enfants, parce que justement ça te relance dans tes questionnements. C'est enrichissant parce qu'ils ont leurs yeux d'enfant justement qui est plein de naïveté. Leur perception est vraiment pas la même. Ouais. C'est juste axé sur le bonheur, le moment présent. Ça ramène ça, le moment présent, ça ramène à fond là, parce que t'as comme pas le choix là, d'être là puis de rouler. Ça... Ils sont très intuitifs aussi, les enfants. Ouais. C'est sûr que ça doit t'inspirer. Les enfants t'inspirent. Ouais, vraiment. Ben oui, je fais des petits clips, des petites barrettes à cheveux. En broderie aussi, ça fait partie des produits que je fais. Puis ça, c'est 100% inspiré d'Enora. Enora a commencé à porter des petites barrettes. Puis là, elle en voulait. Puis là, elle avait dit, je veux des fraises. Puis là, elle me disait, tous les prochains modèles étaient comme, des champignons. Fait que là, c'est elle qui m'a inspirée à lancer ça. Puis les barrettes, ça fonctionne super bien en marché, fait que maintenant j'en fais encore, là, ça fait partie de mes produits que je restocke tout le temps, puis j'en fais tout le temps, j'aime full ça faire ça, puis il y a plein d'adultes qui adorent porter mes barrettes aussi. Fait que oui, Surtain, il m'inspire full tout le temps à faire des nouvelles affaires. Puis il en profite à fond, là. Enora, elle gêne plus maintenant à chaque fois qu'il y a quelque chose de brisé dans sa garde-robe. Maman, il y a un petit trou, elle va mettre ça sur mon bureau. Les toutous, tout, là, j'arrange tout, là. Fait que... c'est ouais. C'est cute, elle en profite à fond. Edgar aussi. Vraiment hot. Ça te parle pas mal, tu sais. Ça fait t'avais bien les questionnements que tu vis en ce moment. Ouais. Oh my god. OK. Mais oui, si on peut parler... tu nous as parlé un peu des marchés, mais je me demandais, t'en fais combien par année? Tu sais, c'est... Justement, pour vivre de ça, les marchés, c'est-tu obligatoire? Est-ce que la vente en ligne, qu'est-ce que ça dit? Tout ça? Je pense pas que ce soit obligatoire. Je pense que tout fonctionne bien quand t'aimes ça. Fait que, tu sais, si t'aimes pas faire les marchés, puis que t'es quelqu'un de super introverti, puis vraiment gêné, qui a de la misère à se vendre, je pense pas que ce soit bénéfique pour toi faire des marchés, tu sais. Mais moi, j'aime ça. Ça va sortir, là, mon côté sagittaire, il est là, je suis en feu quand je fais des marchés. Je suis vraiment comme, je suis bien derrière ma table, je monte mes trucs, je suis fière. Fait que pour moi, c'est vendeur, tu sais. Moi, ça fonctionne super bien, puis j'aime ça. Fait que ça m'enrichissait à le faire, puis même quand je fais des marchés qui pourraient être pas payants selon d'autres gens, pour moi, je trouve ça quand même payant parce que mon contact avec les gens est vraiment bénéfique. Ça m'aide à avoir des gens qui vont me suivre longtemps puis qui vont vouloir avoir des pièces. Quand j'ai un bon client, je peux l'avoir pour plusieurs produits. Souvent, ils vont revenir me voir pour des pièces personnalisées, pour des vêtements, pour des ateliers. Fait que pour moi, c'est super bénéfique quand même, toutes ces choses-là. Même j'ai fait beaucoup de marchés qui pourraient être considérés comme
pas payant parce que c'est beaucoup d'énergie, tu sais, tout que tu vas préparer en amont, l'énergie que ça va prendre juste d'être là, préparer ta table, monter ta table, toutes ces choses-là, c'est beaucoup d'énergie, tu sais. Fait que si t'aimes pas ça puis que tu sens pas quelque chose de bénéfique pour toi, je pense que tu peux facilement devenir vraiment bitter puis haïr les marchés. Mais quand t'aimes ça, c'est vraiment le fun, puis ouais, moi j'adore ça, même des marchés qui au final pourraient penser que ça n'a pas bien fonctionné, moi je trouve tout le temps que ça fonctionne bien. Je suis rarement déçue vraiment d'un marché, tu sais. Puis après ça, c'est tout le temps de s'ajouter, puis il y a tout le temps des surprises, tu sais. Ça m'est tellement arrivé de faire des marchés que je pensais que ça allait rien donner, puis j'allais rien vendre. Puis finalement, il y a une petite madame, une personne vraiment random qui arrive, qui voit une de mes œuvres, qui capote, puis qui me l'achète, puis ça fait ma fin de semaine, tu sais. Fait que il y a tout le temps des surprises, tu sais. Puis aussi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans les dernières années, ce qui m'a aidé à revenir après la pandémie, c'est les stickers. Faire des autocollants, ça m'a vraiment aidé. Là, je le dis ouvertement, c'est ma vache à lait. Ça m'aide vraiment à faire des marchés, d'avoir des produits. Je savais qu'avoir des produits plus accessibles, ça l'aidait en marché. J'en avais déjà avant quand je faisais des patchs. Tu sais, les barrettes qui tournent autour du 15-12$ le produit. Mais d'avoir des stickers, des trucs vraiment pas chers là, qui tournent autour de 4$, ça l'aide vraiment beaucoup. Ça l'aide aux personnes aussi de se souvenir de moi. Ils ont comme un petit résidu de mon art. Puis, tu sais, mes stickers, j'ai fait toujours après une œuvre. Fait que je fais toujours les broderies en premier. Après, je prends la photo puis je fais le sticker sur Procreate. Après, fait que c'est comme tous des petits résidus, des petits fantômes d'anciennes œuvres que je fais. Fait que je trouve que ça fait quand même du sens dans ma pratique. Puis ça m'aide vraiment à vivre. Fait faut pas hésiter à avoir je pense, de petits produits comme ça, même si je trouvais ça poche d'avoir des produits qui étaient pas tous 100% faits par moi, comme la majorité de mes trucs. C'est quand même vraiment cool, tu sais, puis ça m'aide à rayonner, fait que pour ça, c'est le fun. Puis en termes de quantité, tu demandais, je dois en faire peut-être au moins 4-6 par année, peut-être même plus. J'essaie d'en faire, tu sais... ouais. Ouais, il y en a sûrement plus. Sûrement que c'est peut-être plus 6-10. Il y en a qui... Je suis comme... mais il y en a qui pas se bouclent, là, vraiment. Je me questionne là-dessus, là, ces marchés, justement. Puis J'ai rencontré une madame, elle en faisait 2 en même temps, la même fin de semaine. Fait qu'elle non. a comme... Ouais. Tu sais, mettons, elle a demandé à son gars, je sais pas trop, de surveiller sa table à telle place, puis elle est à telle place, puis la fin de semaine d'après, on en a un autre, puis l'autre d'après, on en a un autre, chacun. Ouais. Tu me dis ça, puis j'ai plus envie d'être artiste, genre. Non. non, moi non plus. Puis pour moi, ça ferait pas de sens. Mais en même temps, je trouve que je comprends que ça fasse du sens dans des compagnies qui sont peut-être un peu plus grandes, puis qui ont beaucoup de produits qui sont en série, tu sais, dont des chandelles ou des savons, je sais pas, le genre de truc que tu peux faire en grosse batch, puis qui est facilement vendable par quelqu'un d'autre. Là, je peux comprendre que ça se fait plus, mais dans mon cas, c'est tellement personnel que si c'est pas moi qui est derrière la table, c'est tout le temps un peu bizarre, tu sais. Tu sais, ça m'est arrivé, mettons, de faire un marché, puis d'avoir, mettons, un enseignement, quelque chose pendant une couple d'heures, c'est un ami qui me remplace, tu sais. Mais c'est sûr que, genre, si c'est mon chum, gars... blanc, clairement, derrière ma table, c'est comme ça paraît que c'est pas lui qui fait mes affaires. Là. C'est comme écrit dans son front, genre, je ne suis pas l'artiste. Là. Fait que c'est sûr que c'est plus enrichissant pour moi quand c'est moi qui le fais. Justement, le contact avec les clients, pour moi, ça, c'est là où le marché est le fun. Fait que c'est sûr que ça, je vais rechercher ça. Puis... ça touche plus le client, en tout cas, aussi, du fait que ce soit l'artiste. Mais oui, rencontrer l'artiste, comprendre c'est là qu'on jase, derrière. Puis, non, ça change toute la donne. Là. Ouais, c'est là que j'aime bien ta vision des marchés, peu importe comme qu'est-ce qui se passe, t'en retires tout le temps du positif. Parce que c'est facile. J'ai suivi un peu un bout des formations pour les artistes, mais c'était très axé entrepreneur. Puis il y avait la vision, tu sais, ils calculaient tellement tout. Qu'au final, à cause que je suis en mode calcul, je suis pas en mode genre je profite. Ben non, parce que comme... si tu comptes tes heures, là, c'est sûr c'est dead, juste les heures. Parce qu'un marché, c'est trop long, là. Fait que, c'est ça, le temps de préparation du marché, tu sais, comme pacter ton char, le temps de route pour te rendre. Après ça, le temps que tu t'installes, puis t'es là, t'es au moins 10 heures de temps comme derrière ta table. Fait que tu te dis, OK, 10 heures de temps, si je me paye juste salaire minimum, man, t'es comme fuck off. Ouais, c'est déjà décourageant. Ouais. Après ça, c'est peut-être plus les marchés qui sont très chérants. Là. Mettons là, un 250 en montant. C'est sûr que, mettons pour une fin de semaine ou 2-3 jours, là, c'est sûr que je veux m'assurer que c'est un marché où je sais que je vais vendre. Là,
Alors qu'un marché, mettons, à Montréal, ça se trouve des marchés à 30$, 40$, c'est vraiment pas cher. Souvent, c'est des petits cafés, tout ça. C'est sûr que t'as pas une clientèle qui est assurée, mais ça te permet de tester, tu sais. Fait que c'est sûr que faire un marché, mettons, le Salon des métiers d'art, je l'ai jamais fait parce que je sais que pour ça, mettons, c'est des artisans qui vont faire toute leur année sur ça. Il y a beaucoup d'artisans aussi qui préparent toute leur année juste pour le mois de décembre. Puis c'est là qu'ils frappent. Puis c'est décembre, c'est ça, puis après ça. Mais moi, je trouve ça dur là, de tout miser sur une période. Fait que, tu sais, je me dis que mon Noël, c'est peut-être mon 50% de l'année. Puis après ça, peut-être un 25 à l'automne, un 25 au printemps. Je trouve comme les moments les plus forts. Fait que, tu sais, je vais essayer d'en faire un à Saint-Valentin. Un, tu sais, comme dans ces périodes-là. Mais tu sais, l'été, les marchés d'été, c'est toujours un peu veg. Je vais en faire peut-être un ou deux. Mais tu sais, c'est peut-être aussi mon expérience qui fait que je me brûle pas là-dedans puis que je m'écœure pas, là. Parce que c'est sûr qu'un marché qui est pas full payant, tu t'as beau dire que c'était le fun parce que t'as rencontré du monde, tu vas pas en faire 3 de suite, là, parce que c'est sûr que tu vas être tanné, là, tu sais. Fait que c'est comme de trouver une espèce d'équilibre entre comme, ok, ça, c'est un marché qui va être vraiment payant ou je risque de tu sais, c'est ça, là, t'évalues tranquillement le nombre de marchés que tu fais. C'est à force d'expérience aussi, puis comme je dis aussi, il y a tout le temps des surprises, ouais. C'est ça, moi je me suis fait bien inviter à des marchés à Drummondville, là, tu sais. Ouais. Mais justement, comme tu dis, c'est des pièces uniques, fait qu'à un moment donné, tu peux pas participer à 14 marchés parce que tu n'auras pas de stock assez pour ça. Tu peux pas diviser, là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, je suis full flattée de votre invitation, mais tu sais, c'est dans un petit village, tu sais, que c'est du monde qui travaille la terre ou whatever, comme... Ouais. Tu sais, mon il y aura pas ta clientèle clientèle. pas vraiment là, tu sais, fait que je suis flattée de l'invitation, mais à un moment donné, il faut que je fasse des choix, puis si je vais un peu partout de même, c'est là que tu t'écœures, je pense. Ouais. Puis de voir aussi les autres personnes qui participent au marché, tu sais, ça l'aide aussi des fois à déterminer si un marché est intéressant ou pas. Puis qui l'organise, tu sais, vous, ça paraît que vous êtes des artisans. Moi, je trouve que déjà là, ça, je mets toujours un plus. Si c'est un artisan ou un artiste qui organise un marché, c'est un plus. Puis aussi les autres artistes qui sont sélectionnés, tu sais, ça donne aussi une bonne idée. C'est sûr que quand on sélectionne beaucoup de personnes qui font un peu type cercle des fermières, puis tu sais, c'est vraiment pas dans le négatif ce que je dis, mais des fois, il y a des personnes qui mettent des prix qui sont vraiment pas chers sur leurs trucs, que ça va vraiment débalancer le marché, qui sont là un peu pour des raisons un peu différentes, justement. Quand je dis cercle des fermières, je veux dire, mettons, des personnes qui font des produits pour le plaisir, qui ont beaucoup de fun à faire ça, puis qui ont une grosse... Ils sont rendus avec bien du stock, puis qui se disent, je vais faire un marché. Ce qui est tout à fait cool, là. Puis, tu sais, j'ai vraiment rien contre les personnes qui font ça, puis quoi que ce soit, c'est juste qu'après ça, quand tu fais un marché, puis t'es la table à côté, ça peut jouer contre toi, tu sais. Il y a un contraste, là. Ouais, de déterminer un peu la vibe, les autres personnes qui sont là, voir ça va être quel genre de marché, ça va déterminer un peu aussi le genre de clientèle qui va venir. Tu te dis, ok, si t'es avec juste des produits que tu trouves que c'est pas tant ta clientèle, si c'est full urbain, puis que toi, tu fais des trucs avec des petites fleurs, tu te dis, je vais-tu clasher, ou des fois ça l'aide, des fois ça l'aide pas, fait que c'est le genre de choses que tu peux analyser en amont. Puis de s'écrire entre nous, tu sais. Moi, c'est pour ça aussi que je lance ma perche, parce que je suis tout le temps ouverte. J'ai des amis qui m'écrivent, ce marché-là, tu l'as-tu déjà fait, qu'est-ce que t'en penses? Je vais répondre, là, je réponds tout le temps. Fait que, fait que ça, c'est l'expérience qui t'a amené là. Ça serait intéressant que tu nous reparles aussi des ateliers un peu plus en profondeur. Dans le fond, toi, comment ça fonctionne pour des personnes qui aimeraient ça se lancer là-dedans? Comment ça marche, même au niveau de la rémunération, tout ça? Oui, ben en premier, les ateliers que j'ai faits, c'est ça, on m'avait approché, fait que j'avais pas vraiment calculé, on m'avait donné un taux, puis j'étais comme, ok, je vais embarquer. Puis après ça, je me souviens plus vraiment comment j'ai fini par calculer vraiment mon taux, mais tu sais, j'ai été chercher quelque chose qui faisait du sens pour moi, autant d'être capable d'à peu près d'offrir le même prix des ateliers que j'offre au Club Tissu. Ben là, ils ont baissé, c'est rendu 100. Avant, c'était comme 120, puis mes ateliers chez nous, c'est 120. Fait que, tu sais, je réussis à avoir le même prix. C'est sûr que je fais plus d'argent quand les ateliers sont chez moi, parce que là, j'ai aucune autre dépense. Tu sais, c'est chez nous, fait que c'est plus payant. Mais je suis quand même bien payée quand je fais les autres ailleurs. Puis je garde le même prix, chose qui est quand même importante, parce que je voudrais pas me faire compétition à moi-même, tu sais. Un peu comme quand on a des prix à
des produits qui sont en consignation. Tu sais, il faut quand même que tu vendes le même prix dans ta boutique, en marché, qu'à la boutique. Tu sais. Si la boutique, elle te prend 40%, puis que là, ton produit en boutique, il est comme 40% plus cher, ben les gens, ils vont juste pas l'acheter là, puis ça sert à rien, c'est inutile, puis ça l'aide personne. Tu sais. Fait qu'il faut que le prix soit assez pareil, la même... peu importe où les personnes vont prendre l'atelier, puis l'offre soit aussi intéressante à peu près de la même façon. Fait que moi, ça, c'est 120$ pour 4 heures. J'imagine que ça doit vraiment dépendre de ce que tu offres comme genre d'atelier, tu sais. Je pense à des amis, mettons, qui enseignent la céramique. Ben, eux, ils n'ont pas le choix d'avoir des sessions, tu sais. C'est plus qu'un cours. C'est un peu difficile de faire juste une journée initiation. Ben, avant que ça se fait, je pense, façonnage, mais en tout cas, tu sais. Alors que moi, je sais qu'en 4 heures, je suis capable de faire un atelier qui est vraiment intéressant. Tu sais, je peux faire des sessions aussi, j'en ai fait dans le temps, mais ça, c'est vraiment l'expérience. Au début, je montrais quelques points, puis à force de faire des ateliers, ça, c'est vraiment... ça a vraiment été l'expérience qui a permis de déterminer là où mon nombre d'élèves maximum, mon nombre d'élèves minimum, tu sais. Moi, je vais max 5-6 élèves, pour moi, c'est parfait. J'aime ça avoir pas trop d'élèves, comme ça, je peux permettre de vraiment m'ajuster à chaque personne, tout dépendant de leur niveau. Pour moi, ça, c'est vraiment le fun. Fait que mon prix tourne en conséquence que j'aurai jamais plus que 6 élèves aussi, tu sais. Fait que c'est toujours des petits groupes. Puis je m'adapte aussi tout le temps. Tu sais, les cours que je donne dans les clubs tissus, toujours de base. Mais, tu sais, au final, j'enseigne de façon vraiment contemporaine. Puis vraiment... sans technique, ben pas sans technique, là, mais avec le moins de technique possible, le plus simplement possible. T'sais. Traditionnellement, la broderie, il fallait que ça soit beau des deux bords. C'était très technique, il fallait que ça soit vraiment parfait parce que c'est ce qui montrait que t'étais une bonne femme. Tu sais, carrément, là. C'était ton trousseau de femme dans ta vie, c'était ce qui montrait que t'étais appliquée puis que t'allais être capable d'avoir 15 enfants, tu sais. Là, aujourd'hui, c'est tellement pas ça le but, c'est vraiment juste de créer une œuvre qui est belle, puis que t'es fière, puis que t'as envie d'afficher. Puis aussi, comme je travaille juste en visuel, ben on n'a pas la contrainte de vêtements ou de quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'en arrière de mes broderies, même s'il y a plein de fils, c'est pas grave, là. Moi, je montre comment fermer mes broderies quand on fait des œuvres murales. Fait que laisser la possibilité aux gens de se laisser aller. Puis pour moi, broder, c'est vraiment juste comme dessiner, mais avec une aiguille puis un fil, tu sais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise règle. Tu peux utiliser n'importe quel type d'aiguille, n'importe quel type de fil. Tu sais, oui, il y a des fils pour... traditionnellement, tu peux les diviser, les DMC, les beaux fils en coton, mais n'importe quel fil peut être intéressant. Après ça, c'est l'esthétique que toi, tu vas en donner, tu sais. Moi, ce que j'aime quand je finis un cours, c'est que les gens ils ont été capables de prendre des techniques puis qu'ils vont être capables de les mettre à leur sauce, à leur personnalité, tu sais. Les gens viennent pas apprendre d'une raton, ils viennent apprendre comment trouver des outils qui vont leur donner la liberté de débuter là-dedans, tu sais, parce que c'est sûr que tu vas pas apprendre puis tout de suite là, te lancer, mais tranquillement, tu vas pouvoir intégrer de la broderie dans tes projets, tu sais, soit refaire une œuvre murale ou, tu sais, moi, comme justement, j'ai pas beaucoup d'élèves, ça me permet tout le temps d'aborder plein de questions qui changent selon le groupe. Tu sais, si j'ai des groupes qui vont full me parler de vêtements, j'ai des groupes qui ont vraiment... des fois, j'ai beaucoup des dames qui sont grand-mères, fait que là, sont full dans le vêtement pour enfants, dans la petite poupée, dans, tu sais, tout dépendant la vibe du groupe, ben là, on va répondre aux questions, puis je vais aller essayer de donner le plus d'informations possible aux personnes. Puis en même temps aussi, si j'ai un participant qui, pour lui ou pour elle, juste le point de base, c'est bien en masse, c'est le fun, ils ont du plaisir à faire ça, puis sont capables de faire une œuvre intéressante. Juste avec le point de base, ça va être ça, tu sais. Ça peut être vraiment le fun de faire un atelier où tu fais juste t'asseoir, te poser, apprendre un point, créer quelque chose d'intéressant. La prochaine fois, tu en apprendras un autre, puis la personne à côté de toi, peut-être qu'elle en a appris 6. Elles, ils sont toutes rentrées dans sa tête, puis c'est bien parfait, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, que ça soit vraiment relax, ça va vraiment selon le rythme du groupe, l'intérêt du groupe. Fait que même si c'est comme écrit cours de base ou cours thématique, quelque chose, c'est tout le temps différent. Il y a vraiment jamais un atelier qui se ressemble, tu sais. Ouais. Puis aussi, si vous voulez juste tester la marchandise ou juste me rencontrer, je fais des get-together. Là, ça fait... j'ai commencé au début de l'été, puis là, je vais remettre des nouvelles dates. À peu près aux 2-3 mois, je mets des nouvelles dates de journées ouvertes chez moi. Là, comme ça va être l'hiver, ça va être carrément chez moi dans mon atelier. Mais sinon, l'été, je fais ça au parc.
Puis c'est une journée de 10 à 4. Mon atelier est ouvert, fait que c'est gratuit. Les gens, tu peux juste venir broder, tu peux venir dessiner, tu peux venir faire n'importe quel job d'aiguille que tu as envie. Moi, je travaille sur mes trucs, mais le but, c'est vraiment juste qu'on soit ensemble, travailler ensemble. On va quand même se donner des petits trucs, on va jaser. Tu peux venir juste 1 heure, 2, tu peux amener ton lunch. Vraiment libre. Aussi, ouais, exactement. Parce oui. que, en tant que travailleur autonome, artiste, souvent, oui, on vraiment. est souvent seul. Ouais. Puis j'ai vraiment juste parti ça parce qu'il y a tellement de monde. J'ai plein d'amis qui font juste je vais venir broder avec toi, je vais venir broder avec toi. Puis j'arrive jamais à me setter avec le monde. C'est tellement dur de se coordonner. Fait que là, maintenant, je lance d'avance, je check mon horaire, je me mets une couple de dates, soit des mardis, des jeudis, des vendredis pour que ça puisse toucher à peu près tout le monde, puis aucune pression, tu n'as pas besoin de réserver, si le matin tu te lèves, ça te tente pas, même si tu m'as dit la veille que tu venais, ça me dérange pas, là, je serais pas choquée, là. Au pire, je vais travailler tout seul, genre, c'est vraiment pas grave. Ouais, toi, t'allais travailler, oui. C'est ça, exact. Fait que c'est vraiment juste des journées que j'ouvre, puis là, ben, plus je le fais, ben, plus les gens, ils s'en rappellent, puis il y a du monde, qui est vraiment cool, fait que vous avez juste à aller voir sur ma page Instagram, souvent, j'épingle cette publication-là, fait que elle est comme dans les 3 premières publications. Nice. Ouais. Pour revenir sur tes cours, je trouve que ton approche est vraiment hot parce que souvent, justement, les artistes, tu sais qu'on dit que les enfants sont très intuitifs puis tout ça, puis ils se foutent des règles un peu dans le fond. Mais finalement, quand tu viens artiste puis tu as des cours, exemple, de peinture, puis là, on te montre une technique, après ça, on dirait que t'es plus capable de faire de l'art intuitif puis de quoi, parce que t'as tellement les règles ancrées en toi qu'on dirait que tu sais pas déroger de ça. Fait que des fois, c'est comme une contrainte qui est trop contraignante. Puis toi, ton art, on le voit vraiment que tu t'en fous. T'es dans le laisser-aller, vraiment, comme tu dis. Vraiment. Le but, c'est juste de créer quelque chose que t'aimes, tu sais, puis qui est beau, tu sais. Puis au pire, tu reviens dessus. Au pire, t'en fais une autre, là, tu sais, mais genre... C'est ça, puis j'ai tellement fait, j'en ai fait plein des affaires que je trouvais laides, là. Genre, ça m'arrive encore, là. Puis j'ai vendu des broderies que je trouvais laides. Ça m'est arrivé. Genre, pas que j'ai trouvé laides, mais tu sais, des fois, il y a des affaires que je suis comme, ça c'est un peu weird. Ou genre, c'est moi mon truc. Puis finalement, il y a quelqu'un à qui ça parle, puis qui la trouve vraiment incroyable. T'sais, on n'est pas nos acheteurs tout le temps non plus. Hein. Des fois, on fait des affaires quand on est comme je suis pas sûre, puis il y a quelqu'un comme oh my god, moi je trouve ça vraiment incroyable. Fait que des fois, dans l'exploration, le but, c'est pas nécessairement tout le temps de faire quelque chose qui est 100% de ce qu'on veut, mais juste quelque chose qu'on trouve intéressant, de finir des choses aussi. Ça, c'est tellement valorisant. C'est quelque chose que j'essaye d'encourager les gens à faire dans mes cours, de finir leurs œuvres. De finir, parce que des fois, surtout dans ce genre de craft-là, du craft degree, tu sais, commencer le tricot, c'est long, là. Ça peut être long faire une pièce, ça peut être des 30, des 40 heures, même plus. Fait que d'être capable de montrer à des gens que tu peux faire une broderie en 5 heures, là, c'est pas obligé d'être compliqué, ça peut être petit, ça peut être juste 2-3 points, d'intégrer la peinture, intégrer des billes, intégrer d'autres choses, qui fait en sorte que tu as du fun, que tu explores des textures différentes, puis que tu vas donner un résultat qui va être intéressant. T'sais, je donne plein de trucs pour être capable de faire des œuvres qui sont vraiment faciles. T'sais. Puis j'encourage les gens à aller sur Pinterest. Là. Je suis comme, des fois les gens aussi ont cette pression-là d'être original, là, puis de faire quelque chose qui est vraiment spécial, puis de vraiment artistique. Mais tu sais, quand tu crées quelque chose pour toi, pour le fun, là, puis tu fais ça juste parce que tu as envie de décrocher à la fin de la journée, que tu es infirmière, que tu es prof, que tu travailles dans un café, whatever, là, va chercher sur Internet ton design, puis après ça, si tu le mets sur Internet, tu donnes le crédit à l'artiste, sinon si tu le donnes à ta soeur elle va être contente, ça finit là. C'est pas si grave que ça, là. Faut pas non plus comme overthink là, la fleur que tu vas chercher sur Pinterest ou le concept, ou tu sais. Des fois, c'est pas grave de trouver une idée, puis plus t'en fais, plus t'as l'aisance d'en refaire d'autres, puis tu sais, moi quand j'étais jeune, j'en faisais tout le temps des projets DIY, là, tu sais, j'allais Pinterest depuis 2002, là, genre, à chaque fois que, je sais pas quand ça a commencé, là, mais je pense que c'est mon premier réseau social, genre, que c'est mon plus vieux compte de réseaux sociaux, puis tu sais, j'allais juste chercher des images, puis genre, t'analyses la photo, tu fais comment la personne à peu près a fait ça à peu près, tu sais. Puis plus tu gosses, plus tu deviens une meilleure gosseuse, là. Fait que faut juste se donner le go. Fait comment que je le fais, là, au pire, ça va être lettre, là, mais plus t'en fais, moins t'as de raté. Écoute, faut bien commencer quelque part, fait que tu t'inspires de ça, tu fais ce projet-là, puis après ça, tu vas être capable de le faire
à ta façon de le modifier, mais tu vas avoir appris la technique. Il n'y a rien comme le temps aussi, là. Tu sais, des fois, mes enfants sont comme « Ah, tu dessines bien, genre, c'est rapide » ou tu sais, je vais faire un projet, puis tout de suite, je suis capable de donner le résultat que je veux. Mais ça, c'est des années où, justement, tu sais, aussi en tant que, des fois, artiste, c'est difficile des fois de se valoriser. Des fois, je me rappelle que, oh my god, j'ai de l'expérience. Genre, cette expérience-là a de la valeur, là, tu sais. Comme d'être capable d'enfiler une aiguille dans un fil dans une aiguille du premier coup, genre, moi, ça m'arrive tout le temps pratiquement. Là. C'est rare que je l'ai pas. Puis ça, quand je prends conscience de tout ça, je suis comme, ben oui, j'ai de la valeur, là, tu sais, j'ai peut-être pas été à l'université, mais je t'enfile ça, là. Genre, j'ai une connaissance quand même que j'ai appris quand même, puis tout ça, ça a de la valeur, tu sais. C'est pas du temps que j'ai perdu dans mon atelier, parce que la rapidité à laquelle je brode aujourd'hui, la rapidité à laquelle je suis capable d'atteindre des projets, ben ça me paye, tu sais. Ouais. Puis tu sais, même par rapport aux produits, au prix de nos produits, tu sais, c'est dur de mettre des produits à la hauteur avec un prix qui fait du sens, là. Des fois, c'est vraiment difficile de savoir où mettre un prix, tu sais. Quand j'ai commencé, mes prix étaient vraiment bas parce que je mettais beaucoup mon prix à l'heure. Je me disais, tu sais, la broderie, ça me coûte presque rien. C'est pas cher en matériel. Fait que je mettais mon prix à l'heure. J'avais beaucoup de difficultés à valoriser mon talent, puis le fait que c'est moi qui l'ai fait, que ça vient de ma tête, que c'est une œuvre unique, qu'elle se répétera pas. Toutes ces choses-là, j'avais de la difficulté à quantifier ça. Fait que c'est quand même... C'est dur là, de s'asseoir puis de faire comme, OK, combien je charge mes trucs, mais ça aussi, les amis artisans, c'est le best. Beaucoup d'amis artisans qui m'ont aidé à naviguer à travers ça, puis on s'écrit, faire comme, hey, ça, tu penses combien je pourrais vendre ça? Tu sais, calculer autant ton produit, ton temps, puis aussi comme un prix, il y a toujours le prix psychologique aussi de ce qu'on est prêt à payer ou pas pour un item, puis le prix du marché, tu sais, il y a comme toutes ces trois données-là à analyser, tu sais, pour être capable de sortir un prix qui va valoriser notre travail, tu sais. C'est important parce que justement, on vit de ça, là, fait que tu sais, c'est pas... tu sais, c'est correct aussi, justement, tantôt quand j'ai les sacs des fermières, il y a quelqu'un qui vend juste son truc pour le vendre, c'est correct aussi, là, tu sais, mais quand tu te décris comme un artisan qui vit de ça, que c'est ton métier... mais je pense aussi que t'as pas la même vision, oui, c'est ça. Que ces personnes-là non plus à ce moment-là, tu sais, on a toute notre vision de la création qu'on a faite, puis justement, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est genre, j'avais du temps un soir, j'ai fait cette création-là. Fait que, tu sais, vraiment nice aussi, mais tu sais, toi, tu veux vivre de ça, genre, faut que tu manges, là, faut que tu payes ton loyer. Fait qu'à un moment donné... T'as tout un processus créatif derrière ça, tu sais, c'est pas... C'est pas parti du même point de départ, là, puis t'en crées pas nécessairement un autre semaine, là, tu sais, t'as pas comme un... Il y a le rythme dans la création qui est complètement différent de quand t'es salarié puis que t'as un job avec des critères de tâches qui sont vraiment prédéfinis. Là, c'est tout le temps différent. Puis, tu sais, oui, il y a faire ton œuvre, mais il y a aussi faire ton site, faire l'affiche, faire les photos, faire tout. Tu sais, faire tout. Tu sais. Puis, tu sais, ça, de travailler à la maison, c'est toutes des choses dans lesquelles c'est tout le temps difficile. Tu sais. Puis, encore cette semaine, avec ma thérapeute, j'en reparlais à quel point. Genre le midi, faudrait pas que je dîne avec mon sel parce que je travaille, tu sais, à quel point ça s'immisce dans tout, là, inconsciemment, tu te mets à éditer des photos pendant que tu manges ton dîner, tu vas faire un TikTok, il y a comme tout le temps quelque chose que tu peux travailler. Puis là, quand tu te reposes avec ton téléphone, tu te dis « Ah, je vais juste aller voir mes amis sur Instagram. » Mais là, tu vois une publication, tu fais « Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse une publication. » Moi aussi. Fait que c'est jamais loin, hein. Quand tu fais ce genre de truc-là, ça te suit 24 sur 24, 7 sur 7 quand t'es entrepreneur, tu sais. Fait que c'est vraiment difficile de se mettre des balises pour avoir des vraies pauses qui sont tellement importantes, tu sais. Puis la fatigue, on la traîne vraiment longtemps, sinon, fait que c'est difficile, il faut se le rappeler, puis ça, même si moi j'ai de l'expérience, c'est encore, il faut que je me le redise, puis comme de prendre des vraies pauses, de prendre des vrais jours de congé, tu sais, c'est important, là, parce que même si des fois je me disais je fais juste des tâches que j'aime ou que je brode, fait que tu sais, de toute façon j'aime ça puis que ça me détend, maintenant ça fait quand même partie de mon travail, tu sais. Fait que maintenant je vais vraiment me forcer si j'ai besoin de faire bouger mes mains, mettons, ben là je vais faire du crochet ou je vais essayer de faire un projet qui est vraiment
pour moi, ou je vais broder quelque chose, mais pour un cadeau, pour quelqu'un, parce que des fois, ça l'aide à vraiment déconnecter, là, puis d'être capable de créer quelque chose que je sais que je vendrai pas après, là. Ça fait quand même une petite différence dans notre minding qui permet de se reposer dans notre, de dans créer, notre craft. mais pas dans le même optique. Ouais, c'est ça. Je voudrais pas non plus comme me dégoûter ou me tanner de faire de la broderie ou quoi que ce soit. Chose qui est arrivée avec le tricot, tu sais, quand j'ai commencé, je faisais des trucs, puis à un moment donné, je me suis tannée là, pour ces raisons-là, aussi parce que c'était hyper trop continu, là, c'est tout le temps la même chose, beaucoup plus que de la broderie, là. Puis aussi la perception de la clientèle sur ce produit-là était vraiment dure à valoriser, tu sais. Une truc, c'est long à faire, puis le prix, c'était impossible d'arriver à un prix qui faisait du sens puis qui valorisait mon travail. J'ai pas été capable de trouver à quelque part, il fallait que je vende mes trucs 100-120$. Puis je pense que ça peut se vendre, mais j'arrivais pas à être capable de vendre ça avec mes autres choses sur ma table. Ça marchait pas, puis ça, j'y vendais 60, puis c'était déjà difficile. Puis là, je me faisais chier à me faire mal au poignet, à le restock, puis tout. Fait que ça l'a pris le bord. Fait que c'est pour ça, avec le temps, c'est ça, on apprend des affaires qu'on aime plus ou pas. Mais ouais, aujourd'hui, c'est quelque chose que je garde. Le tricot, le crochet trop long, là, les personnes qui sont capables de faire ça en compagnie, c'est parce que c'est des machines. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, j'adore Tano, tricoteuse et crocheteuse. Ben aussi, il y a l'expérience qui rentre en compte. Ouais. Tu sais, plus que t'en fais, justement, plus ouais, tu c'est fais ça. vite. Ouais, je connais les filles qui font du crochet, puis c'est ça, c'est parce que c'est vraiment des machines, là, tu sais. Ils ont plus mal nulle part parce qu'ils sont, tu sais, c'est aussi le corps, faut que tu t'adaptes, tu sais, c'est des métiers comme ça, tu sais, de la couture, même, je suis convaincue que tous les métiers, genre céramique, ils ont tous n'importe quel job, en fait, doit avoir des contraintes physiques, ergonomiques, tu sais. Tu peux facilement te faire mal avec ce genre de job-là de répétition, tu sais, c'est presque comme être coiffeuse, là, tu sais, les coiffeurs se font mal au poignet, ben moi aussi, là, j'ai mal au poignet, fait que faut que tu fasses attention à ta santé, ça fait comme partie des trucs, même en joaillerie, je me souviens, les profs étaient comme, garder le dos droit tout le temps, tu sais, parce que, ouais, à long terme, ça finit par rattraper. Tu dis que c'est difficile de séparer les deux, mais tu dirais que tu travailles combien, je sais que tu calcules pas, mettons, mais combien d'heures par semaine t'alloues à ta business? C'est dur, sûrement un 40-50 heures, j'imagine que je pense que je fais comme un peu plus mais je travaille quand même 5-6 jours semaine. J'ai quand même tout le temps à peu près une journée de congé par semaine. Le fait d'avoir des enfants, ça l'aide à ça parce que les week-ends deviennent précieux, puis c'est important pour moi d'en prendre soin. Puis justement aussi, comme là, mettons, on s'en va dans la vague plus des fêtes, où il y a plus de marchés, j'ai plus d'enseignements, ben je sais que mes fins de semaine, je vais peut-être les avoir moins. Fait que durant l'été, j'en profite plus. Tu sais, je vais venir essayer de manager mon temps pour quand même avoir du temps personnel. Puis tu sais, là, je sais que quand je suis dans des périodes plus intenses, que je vais en avoir peut-être un peu moins, mais après les fêtes, ça va être un peu plus smooth. Fait que là, je vais pouvoir retourner dans des tâches plus plates ou plus de longue haleine, genre travailler ton site ou des affaires comme ça. Puis aussi passer plus de temps avec mes enfants. Fait que là, je manage comme ça. Tu sais, aussi l'été, comme mes enfants, ben là, ils sont à l'école, fait qu'ils sont en congé l'été. Ben là, moi, je réussis à manager avec ça, tu sais, fait que j'ai plus, l'été, je travaille toujours moins, là, je me sens toujours l'été, je dis à 50% de ma tâche, tu sais, l'été, je fais vraiment juste ce qui maintient le raton, puis je fais juste tenir le cap, là, jusque quand l'automne arrive, là, les enfants tournent à l'école, ben là, je me réorganise, je set up mes affaires, me préparer pour les marchés d'hiver, plus après les fêtes, ben là, ça tombe toujours un petit peu smooth, puis là, il y a comme une petite vague l'été, c'est pas mal ça, là, à peu près, souvent, là, mon rythme annuel, mais c'est pour ça que je me prépare aussi, là, j'en parle avec ma thérapeute, parce que des fois, là, après Noël est tough, tu sais. Souvent, c'est une période de l'année qui est plus dure, parce que là, t'as plus rien, des fois, t'es fatigué, puis la fatigue accumulée fait en sorte que t'as plus envie de rien faire, là, t'es juste en mode crêpe, là. Mais il faut quand même essayer de rester un petit peu actif, fait que c'est ça, le fait de se mettre des balises, des heures de travail, je pense que ça va m'aider à avoir un meilleur après Noël, mais chaque année, j'essaie d'organiser mon travail de mieux en mieux pour me faciliter la vie. Ouais. C'est ça, avec le temps, tu sais, c'est quelles tes périodes plus creuses, moins creuses, puis là, tu peux changer un peu ton horaire, Ouais.
Dans le fond, tu te crées un horaire à la semaine ou quelque chose de genre, mettons? Ouais, ben tu sais, moi, ça ça ressemble au rythme de mes enfants, tu Ok. sais. Mais tu sais, je me mets pas non plus comme, je travaille de 9h à telle heure, mais Ouais. c'est quand même un peu ça, tu sais. Je vais porter ma fille à l'arrêt d'autobus à 9h, je reviens ici, je commence à travailler, puis elle arrive à 4h. Fait que tu sais, ça coupe quand même ça à cause. Mais reste que quand tu travailles autonome, tu travailles tout le temps un peu, tu sais. Fait que le soir, je vais retravailler des posts, je vais refaire des tâches qui sont pas nécessairement assises dans mon bureau, mais ça déborde tout le temps, tu sais. Fait que c'est pour ça que au final, je finis toujours par travailler un peu plus, là, parce que c'est comme du travail qu'on voit pas, là, mais qui est quand même tout le temps là, tu sais. Fait que... Ouais. Puis les réseaux sociaux, comment tu vis ça, toi, dans le fond? Tu sais, TikTok, tout ça, ces plateformes-là. Ouais, ben moi, j'aime ça. Quand même. Ouais, vraiment, là. Je pense que c'est aussi comme la même réponse que pour les marchés, genre, il faut que t'aimes ça. Les gens qui haïssent ça, puis qui trouvent ça lourd, puis tout ça, je pense que ça peut être vraiment difficile. Puis moi, je l'ai toujours vu comme une hygiène. Tu sais, quand j'ai commencé... C'est sûr que le fait d'avoir de l'expérience aussi là-dedans, ça m'aide, parce que quand j'ai commencé Instagram commençait à peu près. Fait que, tu sais, j'ai quand même pu bénéficier à ce moment-là aussi, où c'était plus facile d'être connue sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Puis là, est arrivé 2020... je me suis fait pirater mon compte. Fait que c'est aussi comme le downsize des réseaux sociaux. C'est qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Fait que là, j'ai dû recommencer dès le départ. Puis là, les réels, les reels commençaient à arriver sur Instagram. TikTok existait. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'ouvre un TikTok? Est-ce que je fais des reels? Comment je fais ça? Je me suis dit, je vais ouvrir un TikTok pour réutiliser mes TikTok dans mes reels. Je me suis dit que ça allait faire 2 pierres d'un coup. Puis maintenant, j'ai à peu près le même nombre d'abonnés sur mes 2 pages. Puis ce que j'aime de TikTok, c'est que c'est vraiment diversifié. Comme c'est vraiment... Ben, diversifié oui ou non, parce que c'est vraiment genre les gens pour qui je tombe dans leur algorithme qui me suivent, tu sais. Ouais. Fait que c'est diversifié au sens où c'est comme worldwide, il y a des gens à travers le monde, mais c'est tout genre des filles, des personnes queer, marginales, punkettes, genre fatty, artsy, qui trippent, tu sais, c'est tout le temps des commentaires, puis c'est toujours une espèce de surprise. C'est TikTok, t'en fais, puis là d'un coup il y en a un qui pogne, POC! Puis là tu te réveilles un matin, puis t'as genre 5000 views, puis t'as plein de commentaires de « Oh, je vais être ton ami, t'es trop cute, genre nanana ». Bon, en tout cas, c'est ce que les gens ils me disent. Puis Instagram, c'est plus les réseaux locaux, j'ai l'impression. Là, c'est un peu plus... tu sais, là, comme on dirait qu'Instagram, il ressemble un peu plus au Facebook de quelques années, au sens où c'est très amical, tu sais. C'est vraiment nos réseaux, c'est là où on va voir nos amis, c'est là où on va voir les compagnies qu'on suit le plus, tu sais. Fait que là, il y a quelque chose un peu plus dans la régularité. C'est un peu plus comme... Mettons, tu vas essayer d'être un peu plus régulier sur Instagram, alors que sur TikTok, j'y vais vraiment... de façon vraiment random, là. J'ai pas vraiment de... C'est plus quand je commence un projet, je pars la caméra, puis quand il est fini, puis que j'ai un TikTok, je le poste. J'ai comme des brouillons tout le temps en cours. Puis c'est ça, je l'avance. Mais je me mets pas de pression. Tu sais, des fois, ça arrive d'être quand même une couple de semaines sans publier. Mais reste que tous les jours, j'y vais. J'essaie de repartager des œuvres textiles que je vois. Vu que ça fit avec une raton, ça, j'ai toujours gardé ce rythme-là. Puis c'est comme une hygiène, hein. Tu sais, c'est comme... plus t'es habitué de le faire, plus ça devient facile à faire, tu sais. Fait que, mais c'est aussi mais c'est aussi le double tranchant de quand je m'assois puis je scroll, ben il y a comme toujours un peu cette arrière-pensée-là de travail, tu sais. Là, quand même. Fait que là, ça, c'est comme le double tranchant qui fait que ça me suit, mais j'aime quand même ça. Ça fait que je suis tout le temps accessible, justement, j'aime répondre aux gens, j'aime être en communication avec le monde, ça me fait plaisir quand les gens m'écrivent, me poser des questions, m'envoyer des photos, je trouve ça toujours sweet. Fait que pour ça, ce côté-là des réseaux sociaux, j'aime quand même ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est quand même facile parce qu'il y a un plaisir là-dedans, puis je le vois comme un bonus, moins comme une tâche à part entière, là, tu sais. Fait que comme ça l'aide, là, mais... mais là, t'en parles un peu de avant pandémie, pendant, après, on peut en parler. Ça serait vraiment intéressant d'en parler. Ben, c'était plus facile. Je pense que c'est juste le fait que les gens avaient plus d'argent aussi. Puis, plus d'argent. Il y avait plus de pouvoir d'achat. Puis, il y avait plus d'habitude de sortir. Je sais pas comment ça... Mais les gens étaient plus habitués à aller dans les marchés. Il y a beaucoup d'habitudes que les gens ont comme pas repris nécessairement. Surtout dans les ateliers, ça je l'ai vu.
dans les ateliers, il y avait beaucoup de gens qui avaient les habitudes de prendre des ateliers de temps en temps avec leur sœur, avec leur ami, on va aller faire un petit cours, des trucs comme ça. C'est le genre d'habitude qui est pas vraiment revenu encore, je trouve. Puis même dans les marchés, là, je trouve que ça revient, parce que les habitudes, ils sont revenus, mais les gens qui avaient comme cette espèce d'habitude-là, comme ils ont perdu ça en pandémie, ça a été comme long avant qu'ils reprennent cette habitude-là de sortir, tu sais. Les gens sortent beaucoup moins, tu sais, puis moi, la première, là, fait que je comprends tout à fait, tu sais. Fait que les gens, ils ont moins cette habitude-là de sortir, d'aller faire des activités à l'extérieur, même s'il y avait ce désir-là de sortir de la pandémie. Tout le monde avait hâte que ça revienne. Tout le monde a un peu cette petite crainte-là. Puis c'est ça, les gens ont moins d'argent, fait qu'ils ont moins de pouvoir d'achat. Fait que tout ça, ça paraît vraiment, tu sais, avant les fêtes, avant la COVID, je me faisais souvent approcher pour donner des cours, tu sais, enseigner, ça roulait tout ça, j'avais pas vraiment besoin de chercher pour aller chercher des clients ou des participants, alors que maintenant, je trouve ça vraiment plus difficile. Quand j'ouvre des ateliers, c'est plus dur à ce que ça se book, c'est vraiment plus lent avant que ça se remplisse, parce que le 120$ est plus dur à avaler qu'il l'était avant la pandémie, puis si je peux pas le baisser là, tu sais. Fait que, au contraire, moi aussi, il faudrait que je l'augmente, mais je peux pas l'augmenter parce que ça sera encore plus dur, tu sais. Fait que c'est comme une période qui est un peu plus dure pour ça, mais j'ai pas vraiment de solution, là. Je suis comme, pas le choix de continuer, puis voir où ça va mener, mais oui, c'est sûr qu'il y a eu quand même une différence, je trouve, avant-après. Au niveau vente en ligne, ça a une différence aussi. Ça aussi. J'ai commencé aussi sur Etsy. Moi, j'étais très active sur Etsy, puis je l'ai arrêté il y a 2 ans à peu près, quand j'ai ouvert mon site. Puis je pensais que ça allait comme aussi bien rouler, mais finalement, ça roule quand même un peu moins bien. C'est plus de travail, puis oui, aussi, je trouve que j'ai moins de ventes spontanées que je pouvais avoir un peu avant, tu sais, on a quelqu'un qui est juste « Ah, je vais aller m'acheter un petit truc ». Ça arrive un peu moins souvent, là, je trouve, mais je sais pas, c'est peut-être juste moi aussi, c'est peut-être le site, il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui mènent à ça, mais c'est sûr que c'est jamais évident, puis c'est beaucoup de travail, là, un site, là, aussi, là, tu sais, là, je dis que j'ai quitté Etsy parce que leurs frais ont augmenté, mais après ça aussi, avoir un site autonome, ça a aussi quand même des frais considérables. C'est beaucoup de choses à réfléchir, là, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une agente qui m'a aidée aussi, j'ai une amie qui a travaillé un peu pour moi, puis qui m'a aidée à mettre en place quelques structures, tu sais, puis ça m'a beaucoup aidée, tu sais. C'est pour ça aussi l'importance de se réseauter, puis d'aider, de se trouver des amis qui sont bons en finance, qui sont bons en toutes ces affaires-là, parce que c'est difficile de voir clair à travers... moi, ça, c'est ma plus grosse bête noire, là, tout ce qui est organisation, de travail écrit, puis de travail budgétaire, les structures, tout ça, c'est vraiment difficile, tu sais, puis c'est normal, là, tu sais, au bout du compte, moi, je suis un artiste, là, ce que j'aime, c'est broder, là. C'est vraiment, chacun nos forces. Exact, tu sais. Mais au moins, avec les années, j'ai réalisé que de s'aider puis de trouver de l'aide, c'est la meilleure des solutions, là, qu'il faut juste vraiment pas hésiter d'aller chercher de l'aide, parce que ça peut te donner un rebond qui va paraître sur tes années à venir, tu sais. Fait que des fois, c'est quelque chose qui vaut la peine de bien partir pour avoir un meilleur départ dans notre entreprise, puis mais c'est tough à naviguer, c'est angoissant. Je commence à peine genre à tout rentrer, mes rentrées puis mes sorties, tu sais. J'ai au moins passé 5-6 ans là, au début d'une raton où je notais pratiquement rien, là, tu sais. Je pouvais des fois une fois par année, là, les impôts, là, j'essayais de tout ramasser, toutes mes rentrées et mes sorties de l'année, là. Ça fait une grosse journée. Non, c'est ça. Puis je suis sûre que t'es pas la seule justement dans cette situation-là, parce que justement, les chiffres, les artistes, ben, c'est pas notre branche. Fait que, c'est mieux de faire ça petit à petit. Moi, dès que j'ai une facture, je la rentre tout de suite dans mon document. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. C'est de créer des nouvelles habitudes, justement, quand t'as pas l'habitude d'être organisé comme ça, tu sais. Ouais. J'essaie de le mettre dans mon hygiène, là, justement. Là, je me dis les lundis matin, j'essaie de faire ça en premier, tu sais, puis là, après ça, je me gâte avec une tâche que j'aime. Genre, après ça, je vais broder ça, je vais partir tel projet, tu sais.
T'essaies de te tricker toi-même dans ton c'est organisation. Là. Je suis comme, OK, il a fait tel courriel. Là. Après ça, tu vas avoir fait assez de budget pour aujourd'hui. Puis, ou de tâches que j'aime pas. Puis, je finis le reste de la journée avec des tâches que j'aime pour pas me retrouver justement là, avec des journées là, ou des semaines où j'ai pas le choix de faire ça. Là, puis, t'es au bout du mur. Puis là, c'est vraiment pas cool. Fait que c'est encore dur, là, mais c'est moins en moins pire. Faut se discipliner le plus possible. Dans tous les jobs, il y a des choses qu'on aime moins faire. Là. Ouais. C'est dans être artiste aussi, il y a des pans de tout ça qui sont moins plaisants. Ouais, vraiment. Non, c'est bien de regarder ça, de faire un genre d'horreur, justement. Tu te dis, si je fais ça. Ouais. Ben moi, j'ai remarqué, tu vois, je suis très créative le matin. Fait que je sais que c'est là qu'il faut que je crée. L'après-midi, oublie ça. Moi aussi, 100%. Merde, Après 4 heures, moi, je suis plus capable de rien faire. C'est vraiment difficile, créer tout. Fait que moi aussi, je me réveille le matin. J'aime mieux me réveiller tôt puis partir tôt de la journée parce que moi aussi, c'est mon temps, tu sais. Puis, à l'inverse, quelqu'un pour qui ça serait l'après-midi, ben organise-toi autour de ça. C'est l'avantage puis la liberté d'être travailleur autonome, là. C'est quelque chose que j'échangerais pas aussi, là. Tu sais, le fait de, justement, comme je vous dis que je fais de la thérapie toutes les semaines, ben ça prend beaucoup d'espace dans ma vie puis d'avoir une job salarié que il faudrait que je manage autour de ça. Plus la thérapie, ça serait difficile. Tu sais, ça, au moins, ça me donne cette liberté-là avec les enfants. À chaque fois qu'il y a des journées pédagogiques, je suis là. Je passe toutes mes journées pédagogiques avec mon fils. C'est comme ça, c'est du temps qu'on rattrape ensemble vu que je ne l'ai pas en garde pleine. Ben, je réussis à ça me donne beaucoup d'avantages dans ma vie, cette liberté-là. Tu sais, justement, l'été que je peux avoir mon été avec mes enfants encore plus, tu sais, avoir une job salariée, ça serait impossible, tu sais, j'aurais ces heures-là qu'il faudrait que je tienne puis que je maintienne de façon régulière, tu sais. Fait que ça me permet d'adapter justement à l'année d'un artisan qui est pas régulière, tu sais. Aussi, comme il y a des moments, je veux dire, des moments où on est super créatif, puis il y a d'autres moments où tu as zéro idée, là. Ouais. Fait que là, tu peux manager justement autour de ça. Faire comme, OK, en ce moment, je me sens vraiment pas créative, mais je vais faire de la finition, tu sais. Des fois, comme d'une pile d'affaires à faire de la finition, ou, tu sais, je vais faire, OK, ben là, je vais faire des patchs, parce que ça, je sais que c'est comme plus régulier, des petites patchs fuck toutes, là. Fait que là, j'ai juste à broder tout le temps la même affaire, ben au moins, ça... Puis là, des fois, ça fait juste du bien parce que ça me fait travailler les mains sans être du côté super créatif, tu sais. De devoir créer ce que je vais faire, là, je fais juste remplir, tu sais. Fait que je vais travailler mes tâches aussi à travers de ça. Des fois, il y a des périodes plus longues où j'ai pas beaucoup de nouvelles broderies ou de nouvelles créations. Puis des fois, ça vient en petits paquets, tu sais. Des fois, quand je fais des nouveautés, c'est comme 5 ensemble, tu sais, ou 6 ensemble, tu sais. Parce que on dirait que des fois, j'en travaille une coupe en même temps, tu sais. Fait que, pour avoir un petit moment de recul, des fois, c'est bien d'en faire plusieurs en même temps. C'est hot. Crime, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? mais j'aimerais quand même ça qu'on parle de chiffres si t'es à l'aise. Là. Tu sais, tu parlais de vente en ligne, ça représente combien de ton pourcentage le total de ton année? Et je le sais même pas. C'est ça l'affaire aussi, c'est que je suis pas très bonne avec les chiffres parce que j'y connais pas. Puis que je m'assois rarement avec. Fait que c'est comme dur à faire. Mais je dirais que ce que je vends le plus en marché, là, c'est clairement le marché qui est le plus de mes ventes parce que c'est ce que je fais le plus. Ça doit être un bon 60%, je dirais. Puis après ça, peut-être que dans le 40%, je dois avoir peut-être un 20% de vente en ligne, puis un 20% de commandes aussi personnalisées. Puis ça aussi, j'en ai quand même pas mal qui m'aident. Ça, j'aime beaucoup ça là, quand il y a un client ou quelqu'un qui me contacte pour faire « Ah, j'ai telle pièce, m'envoie une photo de la pièce. » Ou un bébé qui arrive dans la famille, j'aimerais ça, un petit loup qui fait un câlin, des tels types de fleurs, des trucs comme ça. Ça, j'adore ça. Là. J'aime fou ça, faire des projets personnalisés pour quelqu'un de significatif. Ça me touche tout le temps. Fait que, tu sais, ce genre de projet-là, ça, j'aime ça. Ou, tu sais, des réparations de vêtements. Là, en ce moment, j'en ai à faire. Fait que, tu sais, ça vient un peu patché. Peut-être plus que la vente en ligne, là. Fait que, un plus haut pourcentage, je pense, que ma vente en ligne. Je pense que ma vente en ligne, c'est clairement ce que je fais le moins. Ce que je vends le moins. Puis, c'est clairement le truc sur lequel je suis le moins habile puis à l'aise. Je pense qu'il y a capable de faire des publicités, des affaires comme ça. Je pourrais peut-être être capable d'aller chercher plus de clientèle puis plus de personnes. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'en gros, ça serait peut-être ça. Mais sinon, par année, je dois faire à peu près genre
l'an passé, j'ai peut-être fait... Je suis autour du comme entre 10 et 15 000 par année. Fait que, tu sais, c'est un salaire Ça, très dire, en dessous. Tu sais, tes dépenses sont calculées là-dedans? Tu sais, clair dans tes poches, 15 000, ou c'est moins les dépenses? Moins les dépenses. Fait que je fais comme rien, là, en final. Okay. Souvent, j'arrive à peu près zéro, là, à la fin de l'année. Fait que... Mais, tu sais, il y a des années où ça a quand même été plus haut que ça. Mais ça tourne autour de ça, à peu près, là, tu sais. Au moins, c'est relativement t'es plus dans le trou, là, non, sur de l'année. Je suis capable de... Pas dans le négatif. Ouais. Non, je suis rarement dans le trou parce que je pense que la broderie, pour ça a cet avantage-là, que j'ai pas beaucoup de dépenses. Fait que le fait que je travaille chez moi, ça l'aide beaucoup, tu sais. Beaucoup de compassion pour les artistes qui n'ont pas le choix d'avoir des ateliers. Ça, c'est des coûts qui sont vraiment durs à maintenir, tu sais. Moi, j'ai cette chance-là de pouvoir travailler du matériel recyclé. Quand je suis pas capable de racheter des collants ou de racheter des gros stocks, je suis quand même toujours capable de créer dans mon bureau en trouvant des affaires, tu sais. Souvent, je suis capable de faire des trucs avec pas grand-chose. Fait que ça peut me permettre de sortir un peu la tête du sable, là, tu sais. Fait que ça, ouais. Ça fait du bien d'entendre ça parce que, tu sais, des fois, tu vois des artistes qui ont... ont l'air donc exceptionnels, puis là, tu penses que tu t'imagines des affaires. Non, c'est ça. Je suis même pas encore à un 30 000 par année, qui est comme, je pense, un salaire plus décent, là, tu sais. Il y a des gens qui font comme, oh my god, c'est vraiment pas beaucoup, mais tu sais, notre mode de vie, c'est ça, tu sais, notre mode de vie est en conséquence, tu sais. On est locataire, on fait pas beaucoup de voyages, on fait du camping, on est très friperie, même pour les cadeaux de Noël, les cadeaux de fête, très DIY, on pense toutes nos dépenses, tu sais, on cuisine beaucoup, fait tu sais, c'est sûr que la pauvreté est une des contraintes, très créative aussi dans la vraie vie, tu sais, d'être... puis tu sais, comme j'ai eu mon enfant très jeune, c'est comme une précarité que je tiens, qui m'a rendue très créative au cours des années. Puis aujourd'hui, peut-être que ça fait que je suis bien là-dedans. Je suis quand même... Tu sais, tous les autres côtés positifs que ça l'amène, ça vaut le coup là, de pas être capable de voyager ou de pas être capable de se faire des restos une fois par semaine. Ou... Même ça, tu sais, mettons, nous, c'est très rare qu'on va au resto, mais quand on y va, c'est fucking hot, là, on capote, là. Mais c'est une belle façon de voir les choses. Oui, vraiment. Ouais. C'est différent, mais on s'adapte à ça, puis on le changerait pas. Fait que... Fait comme on est un choix, genre... Mais j'aurais le choix, tu sais, je pourrais aller travailler 40 heures dans une job que je déteste, là, genre, puis faire 40 000 par année, mais au final... J'aurais plus de temps pour comme faire les activités que j'aime, comme tu sais, t'aurais vraiment moins de temps pour créer. Puis être avec tes enfants. Puis la thérapie aussi, ça qui prenait beaucoup de place, que je sentais qu'à un moment donné, j'étais comme, si je m'arrête pas puis que je travaille pas sur ma santé mentale, ça tient, puis ça va tenir tout le temps, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je le sentais que j'avais des difficultés depuis que j'étais toute jeune, là. Fallait que je m'arrête puis que je prenne du temps pour ça, tu sais. Puis même, je vous dirais que c'est très récent que maintenant, mes journées de thérapie, je fais rien d'autre, tu sais. Avant, je faisais ma thérapie, je rentrais chez nous, puis je retravaillais, tu sais. Je continuais ma journée comme une grande partie des gens, là. Maintenant, je travaille pas. J'essaie de, comme, être encore plus dans mon procédé, puis de travailler sur moi, parce que j'ai des enjeux qui sont difficiles à gérer. Fait que faut que je mette de l'énergie là-dedans, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est de l'argent que je fais pas quand je fais ça, mais si je veux, tu sais, j'ai 31 ans, là, si à 40 ans, je veux être encore en santé mentalement, puis être là, il faut que je le fasse là, parce que je suis tannée de traîner ça, tu sais. C'est important. Fait qu'au final, c'est quand même des choix que je fais pour moi, là, tu sais. Mais oui, certain. Fait que pour ma santé, puis pour mon bien-être, au-delà du niveau, au-delà du côté financier, tu sais. Même si c'est tellement frustrant, tu sais, parce que l'aspect financier, ça reste tellement important, tu sais. C'est une lumière rouge, tu sais. Quand la lumière rouge est allumée, c'est difficile de voir autre chose, tu sais. Si t'es pas capable de payer ton loyer, c'est fucking stressant, tu sais. Mais, c'est ça. C'est une gymnastique à jongler, à tricoter, dans laquelle on navigue. Mais pour laquelle je changerais rien, fait que... Ben, je changerais rien. Je changerais pas le fait d'être artiste, en tout cas. Après ça, justement, il y a plein de choses que tu peux manager autour pour essayer de faire fitter ton mode de vie avec l'argent que tu es capable de faire, selon tes capacités, tu sais. Parce que moi, des fois, c'est difficile de... Tu perds de vue, des fois, les autres pans de ta vie quand tu es entrepreneur, justement, vu que, tu sais, des fois, justement, il y a des moments où tu dis ta lumière rouge est allumée, fait que là, t'es bien focusé là-dessus. Puis qui sont aussi importants, puis tu sais,
encore là, je ramène aux enfants, mais tu sais, ça va tellement vite. Sinon, tu vas être déçu, là. Tu sais, tu passes pas le temps avec les proches, les gens près de toi. Tu sais, on dirait qu'on le voit vraiment facilement avec les enfants parce qu'ils vont tellement vite, mais que ce soit vos amis, vos partenaires, votre famille, ta grand-mère qui va moins bien, qui a besoin de temps, tu sais, ces moments-là, ils se rattrapent pas, tu sais. Fait que si tu prends pas le temps pour les faire, tu sais, ils reviendront pas nécessairement, ces moments-là, tu sais. Fait que c'est précieux, tu sais, c'est précieux. Puis si on s'arrête pas pour le faire, ça reviendra pas plus tard. Puis la vie, on la vit pour nous, hein. Fait que, ouais. Ça me fait penser à ma petite grand-maman. Ouais, t'as dit ça. Oui. J'arrête pas, puis elle, c'est ma grand-mère, Fleurette. J'ai toutes les œuvres de Pointe-Croix que mes deux grands-mères ont faites. J'ai tout archivé leur travail de main, tu sais, puis j'aime me rappeler que mes grands-mères auraient tellement aimé pouvoir faire ce que je fais, tu sais, cette liberté-là, tu sais. Tu sais, ma grand-mère Solange, à un moment donné, elle s'est réveillée, puis son père était comme, ben, ma petite fille, il faut que tu travailles, tu sais. Elle devait avoir 13 ans, je pense, elle a commencé à tricoter des bas à machine pour essayer d'aider la famille, tu sais, mais quand elle a vu, quand je parlais de mes études en impression textile, tout ça, quand je montrais mes projets, tu sais, la lumière dans ses yeux, le partage avec moi, tout ça, tu sais, ça, c'est magique, là, tu sais, puis je l'ai gardé jusqu'à la dernière seconde, là, ma grand-mère, là, jusqu'à la dernière seconde, on a essayé de l'avoir le plus souvent, puis de prendre ses techniques, puis d'apprendre ce qu'elle me montrait, puis ma grand-mère est décédée il y a pas très longtemps de plein de choses, mais en gros de l'Alzheimer, puis on a essayé d'aller chercher le plus de techniques possible, tu sais, avant qu'elle oublie des affaires, puis dans les dernières années aussi, pour essayer de la maintenir, puis de garder son cerveau actif, je dessinais des dessins sur des linges de table, puis elle brodait. Fait qu'elle a brodé plein de mes dessins sur des linges de table, puis ouais, ça c'est précieux, là. J'archive tout ça, puis ça, c'est comme, tu sais, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de puissant, là, au-delà qui domine toutes les autres forces, quelque chose dans mon ADN qui est profond, puis de l'honneur que j'ai envie de faire pour ces femmes-là qui étaient là avant moi, puis qui ont bâti tellement de choses. Oh, c'est beau! Ouais! Vraiment beau! Mais oui, c'est ça, moi j'ai perdu ma grand-mère l'année passée. Ça fait 1 an. Puis c'est ça, je suis comme... Ça me hit d'en face, là. J'étais là, fuck. J'étais tellement... Tu sais, t'es tellement focusé sur quelque chose, là, tu sais, tellement travail, tu sais, puis en Puis les connaître à l'âge adulte, là, moi, je me trouve tellement chanceuse d'avoir connu mes deux grands-mères à l'âge adulte, parce que il y a quelque chose de vraiment différent, là. Je les voyais plus du même œil que quand j'étais ado, puis que j'étais un peu ingrate, puis que je m'en foutais un peu, tu sais. Même je les trouvais cool, puis tu sais, je les aimais quand même. Il y a quelque chose à l'âge adulte où, là, tu comprends, là, par où ils sont toutes passées, puis toute la force que ça leur a pris, puis je sais pas, tu comprends beaucoup plus d'affaires, puis ouais, ça, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu les connaître aussi longtemps. Ouais, puis d'avoir encore maintenant toutes ces choses-là qui me rappellent leur énergie. Ils t'ont légué ouais, quelque chose de beau. Ouais. Mais justement, tes broderies... tu l'as dit, c'est très engagé, féministe, ça, on n'en a pas tant parlé. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est sûr, c'est quelque chose qui est en moi aussi depuis même avant l'adolescence, là. Je pense que j'ai toujours su que j'étais féministe, j'ai tout le temps eu cette espèce de flamme-là en moi depuis aussi longtemps, là. Je pense que le premier spark vient du fait que j'ai toujours été grosse. Fait que même quand j'étais enfant, la grossophobie, je l'ai ressentie extrêmement jeune. Fait que j'ai compris vraiment jeune là, les gaps entre les genres, entre différentes concomitances, entre toutes les choses qui font qu'on est différents, toutes les inégalités, j'ai ressenti ça vraiment vite. Puis tu sais, j'ai jamais eu besoin de lire de récits féministes ou quoi que ce soit au cégep pour savoir que j'étais féministe. Je l'ai toujours su, puis ça a toujours été quelque chose de full important pour moi, puis les inégalités sociales, ça vient me chercher, puis j'ai besoin d'en parler, puis ça... Je pense qu'il y a comme tout un processus aussi d'être authentique, puis d'acceptation
de genre, j'ai besoin d'être moi-même à 100%, puis ça fait partie de moi aussi. J'ai besoin de le montrer, puis de l'afficher. Tu sais, je peux pas juste... On dirait que pour moi, il faut que je mette tout dehors, là. Tout est out there sur ma table, tu sais, puis ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi en tant que Chloé qui est en vie. Je suis là, j'ai des avantages dans la vie, puis il y a des choses que je peux redonner à la communauté. Fait que pour moi, c'est juste tellement important, ça fait du sens. Puis, tu sais, justement, d'avoir une compagnie, c'est... Il y a quand même quelque chose qui est confrontant face à nos valeurs quand on est quelqu'un d'anticapitaliste. Que, tu sais, moi, j'ai jamais voulu penser à ce genre d'affaires-là. Puis ça m'a tout le temps fait chier. Mais en même temps, justement, il y a une partie de nous qui fait qu'il faut qu'on vive, puis il y a une partie de nous aussi qui veut être le plus équitable, le plus juste dans notre produit, dans notre entreprise, tu sais. Fait qu'avec le temps, avec les années, j'ai réussi à trouver des façons où je trouvais que mes valeurs politiques puis mes valeurs ont trouvé leur place dans une raton. Tu sais, le fait je fais beaucoup des ventes, pay what you can, fait que ça m'aide à avoir justement cette espèce de balance-là entre avoir une entreprise puis de genre donner mes affaires, mettons, là. Genre des fois de temps en temps j'ai besoin de faire des projets ou des trucs qui vont plus venir toucher ma communauté ou qui vont faire un espèce de d'apaisement, mettons, de la mouvance politique en ce moment. Là. Mettons, en ce moment, les personnes trans sont super touchées dans les médias. C'est comme le bouc émissaire à la mode en ce moment. On dirait qu'il y a comme un gros backslash. Puis moi, ça me touche beaucoup. Même si je suis une personne cis, j'ai plein d'amis trans et plein de gens autour de moi qui sont touchés. Je me considère comme une alliée. Fait que c'est important pour moi de faire quelque chose pour montrer mon soutien à ces personnes-là. Fait que j'ai fait des petites patchs Protect Trans Babe, puis j'ai donne gratuitement à tout le monde. Fait que n'importe qui a envie de la porter, ben elle va pouvoir l'afficher. T'sais, c'est quelque chose que je fais gratuitement, ça me coûte rien pratiquement à produire, sauf du temps. Mais ce temps-là, je sais que ça vient apaiser mes émotions d'injustice, puis cette espèce d'anxiété-là qu'on ressent, genre de pas être capable de rien faire pour aider les gens autour de nous, puis de montrer notre support, ben moi, ça me fait du bien, tu sais. Tantôt, j'ai dit vendre Pay What You Can, là, je l'ai dit full vite, mais dans le fond, Pay What You Can, c'est pour Pay What You Can, paye ce que tu peux. Fait que c'est vraiment un principe de dépense. Il y a des gens qui vont vendre des billets comme ça, il y a plein de milieux anarchistes où ils vendent des choses comme ça. Puis le principe, c'est que même quand j'ai des broderies, mettons que je veux faire de la place, quand je veux faire un rabais, mettons, dans mes produits, quand je veux faire une espèce de petite vague de nouveautés, ben au lieu de faire une vente à 30% ou je sais pas, trouver une stratégie de marketing, ben j'aime mieux faire ça carrément, pay what you can. Puis à chaque fois, je suis jamais déçue. Je l'ai fait pratiquement toutes les années depuis le début de ma pratique. Je le fais 1 ou 2 fois par année. Puis à chaque fois, ça vaut la peine. Je trouve tout le temps que c'est hot parce que la personne qui va m'écrire pour avoir cette broderie-là, par exemple, puis qu'elle va me dire, moi, je vais te payer 20$, là, ben, elle m'a écrit, puis elle va l'afficher chez eux. Peu importe le prix qu'elle va l'avoir dépensé, elle va l'afficher chez eux, puis elle va l'aimer. Puis pour moi, ça vient là, justement faire cette espèce d'équilibre-là qui fait du sens, que même si je vends mes broderies à peu près peut-être 120 en montant, ben je sais qu'il y a des moments où je suis genre full accessible, puis qu'il y a une personne qui est tout le temps broke puis en état précaire, si elle me suit, elle va pouvoir m'acheter une de mes pièces, elle va pouvoir l'afficher, l'aimer, puis je sais qu'elle va l'aimer, cette pièce-là. Ouais. C'est surtout ça, tu sais. Ou si elle m'achète une tuque, whatever, elle va la porter, tu sais. Parce que t'as pris la peine d'écrire à la personne puis de dire combien tu voulais payer, tu sais. Fait que comme ce petit truc-là qui fait qu'il y a un attachement, puis qui est comme... Oui, il y a un sentiment d'attachement vraiment fort, là, à ce moment-là, probablement. Là, ouais, la première fois que j'ai fait ça, je me souviens, la première édition que j'ai faite un Pay What You Can, j'ai une de mes amies qui m'avait acheté une broderie à 20$, puis comme... C'est une de mes plus belles broderies que j'aime encore. Il y en a qui restent dans ma tête pendant vraiment longtemps, tu sais. Ouais. Puis je suis tellement contente qu'elle aille, là, puis comme... C'était tellement beau, ça la touchait, elle avait tellement besoin de cette douceur-là en ce moment, puis cet échange-là qui est venu la chercher, puis tout, tu sais, c'est encore une vente que je me souviens, tu sais, c'est pas juste une vente, c'est un échange, tu sais, puis ce truc-là, je suis encore touchée de savoir que cette broderie-là, je sais qu'elle l'aime encore, puis que je suis contente qu'elle vive encore chez eux, tu sais,
whatever le prix que je l'ai vendu, je m'en fous, tu sais. Fait que ça me permet justement là, de venir naviguer avec mes valeurs politiques tout en ayant une entreprise. Puis des enfants à nourrir, puis un loyer à payer. Fait que ça vient me permettre de se naviguer encore une fois à travers mes valeurs, puis d'être capable de faire des trucs qui me font du bien. J'ai fait aussi cet été un costume pour un ami qui fait du burlesque. Fait que j'ai tout pailletté, un One Piece, tu sais, ça m'a pris genre 60 heures de paillettes, chose qui est comme impayable, mais genre trop contente d'avoir fait ce projet-là pour une personne incroyable qui va se shaker le booty avec fierté. Fait que tu sais, de faire des projets comme ça qui viennent là... qui sont vraiment comme pour les bonnes raisons pour lesquelles je suis un artiste puis qui me font plaisir. Fait que, ouais, ça vient toujours jouer dans la balance. Puis... Parce que c'est facile de plus respecter nos valeurs qu'à maner, justement. Ouais, c'est un projet qui... Ouais. Puis tu sais, des fois aussi, quand tu as un projet qui marche, tu as un sillon, quelque chose qui fonctionne, t'es comme tu veux essayer d'en profiter et d'en faire le plus. Mais des fois, ça va pas nécessairement marcher, tu sais. Des fois, tu vas juste gratter dans ce coin-là, mais il n'y aura plus rien à gratter, tu sais. Faut laisser le temps retomber, faire d'autres choses, puis il y a tout le temps des surprises, tu sais, des fois, je me dis, il y a jamais, ma mère, elle dirait, il y a jamais rien qui arrive pour rien. Fait que là, quand il y a comme, des fois, il y a un projet que je fais à laquelle j'ai peut-être perdu, entre guillemets, en argent, qui m'a pas rapporté, mais les photos, les vidéos, après, ça va peut-être m'amener à un autre contrat, tu sais, ça va peut-être m'amener ailleurs, fait que, il y a toujours... c'est ça, il y a toujours ça qui me dit, il y a peut-être rien qui arrive pour rien, puis que si j'ai envie de faire ce projet-là, ben je vais le faire, puis je vais trouver une façon de le mettre dans mon horaire, d'organiser mon horaire pour le faire. Tu sais, justement, ce projet-là, je l'ai fait durant l'été, parce que j'aurais pas fait ça à ce moment-ci, parce qu'en ce moment-ci, je travaille sur de la marchandise, des choses que je veux vendre pour Noël, tu sais. Fait que je manage mon temps pour être sûre de faire des projets. Souvent, justement, après les fêtes, quand c'est la période la plus creuse, des fois, j'en profite plus pour faire des grosses séries, tu sais. Quand je fais des œuvres qui sont plus artistiques, où là, j'essaie de pas penser au temps que ça me prend. J'essaie d'enlever le plus possible les contraintes financières, puis de vraiment juste me laisser aller. Puis là, ça me permet de faire des pièces, des fois, qui sont pas vendables, que je garde ici pour d'éventuelles expositions, quoi que ce soit. Ça me permet d'avoir les deux, tu sais. Puis de me gâter, des fois, en faisant des œuvres où je compte pas, tu sais. C'est cool. Ouais, j'ai pas des blocages, moi, là-dessus. Mais ça, j'étais bien, là, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, justement, parce que tu penses pas à toutes ces affaires-là, là, ouais. Mais là, plus ça avance, plus comme, OK, là, tu réfléchis à ça. Fait que j'ai de la misère à pas réfléchir, puis juste, tu sais, faire ça. Comme... Te laisser aller. Ouais. Je sais, ça va finir. Fais-toi une robe. Ouais, plein de projets. J'en ai fait une couple, là, que c'est comme, je le fais pour le fun, puis là, j'ai trippé. Ouais, c'est ça. Quand tu te fais des trucs pour toi, là, tu te fais un vêtement. C'est comme, tu sais, des fois, c'est facile de se laisser tenter par des affaires qui marchent bien. Tu sais, je pense, je fais des pantalons avec des petites fleurs. Ça se vend tout de suite. Là, je pourrais en faire 15. Là, ils seraient tous vendus tout de suite, mais comme... Genre, j'ai pas ça qui te parle. Mais en même temps, moi, ce genre de trucs-là, souvent, je me mets dans ma pile automatique, tu sais. Justement, mes patchs ou mes affaires que je fais. Quand je me mets une émission puis que tu veux juste faire avancer tes mains, là. Tu veux pas réfléchir. Là, tu vas juste faire tes petites fleurs puis tu vas restock tes pantalons en petites fleurs. Mais il faut que tu t'arrêtes des fois pour faire comme, OK, créativement, là, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, tu sais. Mais ce genre de trucs-là, quand ça marche, tu peux continuer à les mousser, tu sais, mais si tu mets toutes tes énergies dessus, c'est sûr que là, tu vas avoir comme une espèce de débalancement, tu sais. Fait que faut que t'aies des projets qui te passionnent de cœur, mais c'est correct aussi d'avoir tes petites affaires qui sont un peu gagne-pain, mais ça va pas nourrir justement ton besoin de créativité, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire de la production, de faire des trucs tout le temps pareils, tu sais. Il y a beaucoup d'artisans qui ont vraiment plus des produits plus en série que moi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire de la série. Je trouve ça super plate. Les seuls trucs que je fais en série, c'est des barrettes puis mes patchs. Puis mon plaisir vient au fait que je change toujours de couleur de fil, que je change toujours de couleur de tissu aussi. J'ai toujours souvent des nouveaux modèles. Fait que là, je réussis à trouver comme un certain plaisir là-dedans. Mais sinon, tout ce qui était vraiment trop série, je me tente vraiment. Je trouve ça trop plate. Fait que, tu fais un petit projet Sparkle. J'aime bien comme idée, c'est vrai. Des fois, c'est ça. T'as pas envie de réfléchir à comme,
j'ai pas envie de me mettre à faire des croquis, puis à faire de la recherche, puis tout ça, j'ai juste envie d'en faire pour le fun. Ta pile to go, là, que tu sais que ça, c'est juste la petite... Ben relax devant la télé. La couture, ouais. Vraiment où tu remplis, là. Ouais. Ah, nice. Ben, crime, ça fait déjà plus qu'1 heure et demie. Ouais. Fait que je sais pas s'il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé que t'aimerais vraiment ça. Je sais pas, on a comme parle. tellement touché à plein de trucs. Ça pourrait être à l'infini, mais c'est... Ouais. Sinon, je me relance. Moi aussi, le podcast, c'est une grande passion pour moi. Puis là, j'ai joint récemment à l'équipe des Geekettes. Fait que je participe à leur podcast Les Geekettes, si vous voulez les trouver. Je viens juste faire des petites chroniques artistiques. Je vais venir faire des chroniques sur les femmes de l'histoire de l'art. Fait que je vais faire des petites chroniques de 10-15 minutes où je parle d'une artiste dont on devrait se souvenir le nom au-delà de tous ces hommes dont on se souvient le nom qui ont fait de la crap. Fait que c'est ça, si vous voulez follow les Geekettes, je vais commencer à parler un peu plus là, aller explorer cette petite partie-là que j'ai toujours aimée, des podcasts de la communication. Fait que je suis dans... Qui t'exprime si bien. Là, oui, merci, j'aime ça. C'est cool. C'est nice. Ah ouais, c'est vraiment cool. Puis Geekettes, ça, c'est sur quelle plateforme? Podcast qui se trouve sur toutes les plateformes. Spotify, ouais, Apple c'est Podcasts, etc. Exact. Okay, je fais pas nécessairement tous les épisodes parce que c'est comme on est plein de geekettes qui parlent toujours de sujets différents. C'est toujours des trucs genre culturels, art, mais tu sais, autant geek genre Spider-Man que genre des sciences, là. Genre vraiment geek au sens large. Là. Okay. Plein de sortes de geekettes, là. Autant geekettes historiques, geekettes... engagées, politique. Ouais, c'est ça, ou vraiment pop culture, Mario Bros, tout le type de geek est bienvenu dans les geekettes. C'est vraiment cool. Ouais, c'est un cute podcast. Nice. Ouais. Tu as aussi enregistré un épisode sur toi avec eux, là? Oui, c'est ça. La première fois que j'ai été, c'était mon entrevue. Puis là maintenant, je suis dans l'équipe des Geekettes. Yeah! Ils ont tombé en amour avec toi, c'est pas top. Ben merci, vous êtes tellement fine, vous êtes trop cute. J'aime full tous vos projets, votre énergie. Je suis convaincue que le marché Bello va rester longtemps. Puis pas juste le marché, maintenant juste le mot Bello, parce que là, c'est au-delà du marché, là. Fait que, ouais, c'est super enrichissant. Je trouve ça très hot. C'est pour ça que j'ai tout de suite été attirée par vous et vos projets. Merci beaucoup. Puis aussi vos trucs d'artiste indépendante. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Plus de vêtements, des petites fleurs, des petites broderies. Ben, en tout cas, je cherche un peu de... inspiration. Ça rush chez temps-ci, depuis la dernière année, mais... Ça va flyer. C'est ça. Mais il faut se laisser le temps. Hein. Ouais. On est trop pressé dans la vie, là, c'est ça que je me dis. Là. Ouais. T'sais, on n'apprécie pas assez le processus, puis on veut arriver là-bas, mais comme... Ouais, puis vous avez plein de chapeaux que vous avez envie de mettre en même temps. Ouais, c'est ça. Plein de passion. Ouais. Mais merci encore. Merci à vous. Fait qu'on va tout mettre dans la barre d'infos. Oui. Tes plateformes. Ouais. On vous invite à aller voir son travail. Oui, merci. Vous venez me voir dans un prochain marché Bello. Oui, ou un prochain atelier. Oui, c'est ça, un atelier. Ouais, c'est vrai. Bye. Bye.